Bonsoir à tous. Bienvenue à la soirée conférence. Bonsoir tout le OK, monde. voilà. Salut. Juste un petit moment. Je vais fermer notre partage d'écran. Super. Et voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que tu m'entends bien, Judy? Oui, ça semble parfait. De ton côté aussi? Oui. Parfait. Et pour les participants, ça vous va? Le son, vous nous voyez bien? Bonsoir tout le monde. Génial. Tout le monde nous voit et nous entend bien. Super. Alors, je vais déjà prendre la parole pour pouvoir te laisser tout le temps là, de faire ta conférence. En fait, nous sommes vraiment très heureux là, de vous retrouver en si grand nombre ce soir. Je m'appelle Jodie, je suis la directrice générale du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement, qu'on appelle plus simplement là, le CQJDC. En fait, notre organisme a comme mission de vous accompagner quotidiennement auprès de vos jeunes qui vivent des difficultés, que ce soit sociales, affectives ou comportementales. Et comment, en fait, c'est en produisant des ressources informatives qui sont offertes gratuitement pour vous sur notre site Internet. Et nous réalisons aussi des activités de formation comme celle de ce soir, finalement. Alors, vous avez un besoin concernant, par exemple, l'anxiété, la gestion des comportements difficiles, la gestion des émotions, opposition, peu importe finalement là, la thématique, vous allez probablement trouver des ressources sur notre site Internet là, à ce sujet-là. Donc, finalement, on vous invite à vous abonner à notre infolette, à nos réseaux sociaux pour que vous puissiez finalement profiter de ces ressources-là qui sont créées au fil du temps là, pour vous soutenir là, dans votre rôle. Nous avons d'ailleurs, au cours des prochaines semaines, deux autres conférences gratuites. Alors, toutes les informations sont sur notre site Internet si jamais vous êtes intéressé. Et enfin, je tiens spécialement là, à remercier la Fondation Québec Philanthrope qui, grâce à leur soutien financier, en fait, ça nous permet de vous offrir gratuitement cet événement de ce soir. Donc, nous sommes vraiment très chanceux. Alors, sur ce, je vais céder la parole à notre merveilleuse conférencière de ce soir, puis je vous souhaite vraiment là, une excellente conférence. Profitez-en bien. Merci beaucoup. Je vais juste repasser ici en partage. Je m'assurer qu'on est correct. Et juste un petit instant. Et remettre. Et voilà. Alors, bonsoir à tous. Je suis vraiment contente d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais déplacer ça ici pour bien vous regarder pendant que je vous parle. Alors, hop, je crois qu'on dirait que juste faire attention, là, il y a des liens qui se partagent dans la zone de clavardage qui est pas nous, là. Je vous invite à ne pas cliquer sur les liens autres que ceux qu'on va, soit moi ou Judy, vous partager. Euh, alors voilà, je m'assurais. Chantal, salut Chantal, très contente que tu donnes la conférence. Salut. Alors, vous n'avez pas à désactiver votre micro, votre caméra. On va commencer par ça, par les petites règles Zoom. En fait, vous êtes dans un webinaire, donc seulement la caméra puis le micro des conférencières, moi et de Judy, qui était allumé. La vôtre est automatiquement fermée. Si vous voulez prendre la parole à la fin, ce que je vais vous inviter à faire, me poser vos questions directement. Vous ferez le signe de la petite main levée, puis je vous admettrai à l'écran avec moi. Vous allez pouvoir me poser votre question. Je vais pouvoir vous répondre à vous directement. Ça va rendre les échanges plus agréables. Alors, pas de stress, là. Vous n'allez pas refaire votre couette. C'est le cas, là, tout est correct, c'est fermé. Donc, vous relaxez. Puis, moi, je gère ça de mon côté. Alors, Martine qui dit ouf! Alors, ben merci encore ça, de m'accueillir ce soir pour parler de la gestion du temps et de la routine avec les enfants et les adolescents. C'est de loin un sujet qui revient souvent, autant comme clinicienne que comme maman, parce que moi aussi je suis maman de deux petites filles qui ont 3 et 6 ans. Le mois prochain, 7 ans. Donc mes petites puces grandissent. Jade, ma petite, 3 ans, et Mégane, ma grande de 6 ans. Mégane est en première année maintenant. Jade, elle va à la prématernelle. Et la gestion du temps, c'est pas simple avec les enfants. On va se le dire. Donc, dans la zone de clavardage, dites-moi donc, avant qu'on commence, et je vais prendre le temps de me présenter, voir ce que je fais dans la vie et tout, là, mais dites-moi donc, qu'est-ce qui vous a attiré ici ce soir dans une conférence sur la gestion du temps et de la routine? Donc, qu'est-ce qui fait que ce soir, vous dites, moi, je prends 1 heure de mon temps précieux, 1 heure et demie, en fait, pour être là? Est-ce que vous avez des attentes particulières? Avez-vous des questions d'emblée que vous dites, moi, là, s'il vous plaît, faut qu'on réponde à ça ce soir?
à savoir, ben moi, je vais m'orienter avec ce que vous me dites, puis je vais m'assurer que la conférence réponde aussi à vos besoins. Donc, je m'en vais voir ça. Savoir gérer les urgences en douceur, sans stress. OK, intéressant. Mon garçon a 8 ans et on doit répéter tout le temps. Annie qui dit mes retards. OK. Gérer mes 3 jeunes enfants, c'est pas facile en étant seule à temps plein avec elle. Effectivement. Ça, c'est clair. La rentrée scolaire prochaine de mes 2 cocos en septembre. OK. Fille TDAH avec impulsivité, dyslexique et dysorthographique. Les soirées sont occupées. Gestion du temps d'Internet est une source de conflit. Avoir des idées pour apporter des changements, voir comment adapter la routine à mon pré-ado de 11 ans. OK, mieux gérer ma routine avec 5 cocos et par mieux un TSA et des TDAH. Que ça doit gauler à la maison ici pour Mélanie. Ado qui négocie. Ça fait ça un ado, ça négocie? Oui, oui, des fois, ça leur arrive de négocier. Comment faire que l'enfant participe? OK, ça me pisse. OK, je vais venir tout relire ça aussi tantôt pour être sûre que donc beaucoup d'enfants, d'ados, pré-ados, de ce que je lis. OK. Puis dites-moi donc, rapidement, en zone de clavardage, déposer des chiffres et ont quel âge aux enfants? Ça va me pister. Donc ici, on va couvrir enfants, adolescents ce soir. Donc 11, 8, 15, 17, 5, 7, peut-être pas là, ça roule ici. On est une bonne gang, on est 183 personnes connectées. Super événement. Bravo. OK, donc de tous âges. OK, on va tout couvrir ça. On va couvrir ça. J'aime ça. On va prendre le temps de décortiquer puis de voir qu'est-ce que ça prend pour qu'un jeune comprenne la notion du temps puis facilite, en fait, favorise là, la collaboration, l'implication, l'engagement dans la routine pour que ça leur tente puis qu'on soit pas obligé tout le temps de faire le perroquet. Parce que je sais pas pour vous autres, mais pour moi, faire le perroquet, ça me tanne. Ça me tanne puis ça me rend impatiente. Donc, il faut se donner des trucs, des moyens qui fonctionnent. Donc, on va regarder ça. Quelqu'un dit, je perds la notion du temps au niveau du coucher. Mon ex rit de moi, il dit que notre fils se repose chez lui. Ah, OK, mais ça, là, ça va être important. On va en parler de la différence entre la figure d'attachement principale et l'autre parent. Plus souvent qu'autrement, la mère et le père. On va en reparler tantôt. Ça va être intéressant parce que je vous lance de quoi un petit scoop comme ça avant qu'on commence la soirée, là. Puis là, quand je dis mère et père, ça peut être l'inverse, OK, mais plus souvent qu'autrement, c'est la maman qui, dans la première année de vie, a donné le plus de soins à l'enfant, le plus répondu à son besoin, ses besoins de base. Ce qui fait en sorte que cet enfant-là, on va dire, va être attaché et la figure d'attachement principale va être la mère. Donc, moi qui ai nourri mes 2 enfants, qui a répondu le plus souvent qu'autrement, c'est moi qui répondais aux besoins de base dans la première année de vie, même si mon mari m'a vraiment beaucoup aidé, là. Ça fait de moi la figure d'attachement principal. Donc, si vous êtes cette figure d'attachement principal-là, ceci dit, vous pouvez être un papa, un grand-papa, une grand-maman. Si vous êtes la personne qui a le plus répondu aux besoins de base de l'enfant durant sa première année de vie, ça se peut que l'heure du coucher avec vous, ce soit tout le temps plus dur. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Les crises sont plus longues avec vous. Des fois, on dirait que vous foutez le trouble quand vous arrivez à la maison. Vous arrivez à la maison, tout allait bien, les enfants écoutaient les consignes, ils géraient, puis l'autre parent de vous dire, avant que tu arrives, c'est pas de même. Moi, quand je dis là qu'il faut qu'ils se préparent, ils se préparent. L'enfant va s'obstiner plus avec ce parent-là, la figure d'attachement principal. Il va négocier davantage. Les crises vont être plus longues, plus fortes, plus intenses. L'autre parent, des fois, il va dire, moi, je me laisse pas tirer l'élastique demain. Moi, quand je dis non, c'est non. La figure d'attachement principal crée ça. Souvent. On va en reparler tantôt. Donc, il y en a qui disent, ah oui, tellement. C'est tellement ça. Non, hey, ça c'est drôle. Marie-Audrey qui dit, je pensais que c'était un trouble d'attachement. Ben non. Tellement de parents arrivent dans mon bureau puis me disent, mon enfant, puis plus souvent qu'autrement, c'est des mères qui vont me dire ça, qui me disent, je dois avoir un problème. Mais il y a quelque chose que je fais de mal. Mon enfant m'écoute pas. Mon enfant négocie. Je suis tout le temps en train de tout répéter. On est en retard tout le temps. Mais avec le père ou avec l'autre parent, ça fait pas ça. Il est où mon problème là-dedans? Puis je dis, ben là, je vais vous annoncer 2 affaires.
Premièrement, c'est une très bonne nouvelle que votre lien d'attachement est assez fort pour que votre enfant puisse se permettre de tout déverser auprès de vous sans avoir jamais peur d'être rejeté, abandonné. Inconditionnellement, il sait qu'il va avoir une réponse dans les besoins. Ce qui fait qu'auprès de vous, il va se permettre beaucoup plus qu'auprès des autres. Et la deuxième bonne nouvelle, mais c'est que vous faites bien les choses. C'est que là, on va comprendre ce qui se passe dans le lien qui fait en sorte qu'il y a plus d'explosion, puis on va mettre en place des choses pour sécuriser, apaiser, accueillir, parce que ça devient lourd de penser, surtout si on pense que c'est nous le problème qui le fait exploser de même, là. Donc là, c'est de se dire, bon, on va se donner des trucs maintenant, sachant ça, sachant que le lien d'attachement, ça fait ça, puis que c'est pas un trouble en soi, ça. Donc, mais ça, d'abord, je trouvais ça tellement important de commencer en disant ça parce que tellement de parents croient qu'ils font mal les choses alors qu'ils les font bien. Puis là, en pensant des fois qu'on fait mal les choses, on se met à moins écouter notre instinct. Puis là, on va vite dans des livres. Puis on cherche le truc qui va faire en sorte que ça va être efficace avec notre enfant. Puis là, on essaie des trucs, puis on dit, ben voyons, ça te dit qu'il faut le faire de même, je le fais, ça marche pas. Là, on va sur des blogs, là, les autres parents disent qu'il faut faire ça, ou ça, ou ça, ou pas ça, pas ça, pas ça. Puis là, on fait ça, puis ça marche pas plus. Puis là, on n'est plus à l'écoute de notre instinct, on cherche des réponses. Puis là, à un moment donné, il faut faire comme on se raligne à notre instinct, puis on regarde. Là, d'abord, je vais me fier à ce que je sais de mon enfant, parce que vous êtes celui qui le connaissait le mieux au monde, cet enfant-là. Puis après ça, on va aller comprendre, puis chercher de l'information qui va nous aider à comprendre certaines petites choses. Puis je pense que c'est ça ma job ce soir. C'est de vous éclairer sur des aspects de l'enfance, de l'adolescence, qui fait en sorte que parfois on écoute les consignes de temps, puis des fois on les écoute pas. Parfois on les comprend, parfois on les comprend pas. Parfois il y a des règles qu'on négocie, parfois on les négocie moins, puis des fois c'est pas clair pour le parent pourquoi ça arrive. Donc c'est ça que je vais décortiquer un peu avec vous ce soir. Donc vous allez voir que j'ai pas de réponse toute faite parce que ça existe pas. Je crois pas en ça. Ça existe pas des étapes 1, 2, 3, 4, 5, votre enfant dort, 1, 2, 3, 4, 5, votre enfant vous écoute. Ça existe pas ça. Chaque enfant est unique, avec des besoins uniques. Vous êtes des personnes uniques, des parents uniques, puis c'est parfait comme ça. Donc, on va voir, à partir de ce que vous connaissez, de ce que vous faites déjà de mieux avec votre enfant, comment on peut ajuster des petites choses pour pas que ça vous coûte trop d'énergie, parce que c'est pas vrai qu'on va mettre la hache dans tout ce que vous faites depuis toujours, là. Hein, on fera pas ça. On va garder tout ce qui fonctionne, puis on va ajouter des tout petites choses qui vont faire en sorte que ça va fonctionner encore mieux ou que ça va être un peu moins difficile à la maison, dans les routines, dans la gestion de l'horaire. Est-ce que ça vous va, ça? Et oui, pour la rediffusion, vous allez y avoir accès. Toutes les personnes qui sont inscrites ici ce soir vont recevoir un courriel dans 24-48 heures. La rediffusion va être envoyée par courriel avec la boîte à outils. Je vous partage des outils. Je vais le faire d'ailleurs tout de suite dans la zone de clavardage. Le lien que je vous partage, lui, vous pouvez l'ouvrir. Je fais ça tout de suite. C'est un lien qui est sur mon site web www.pasapa.ca/CQJDC. C'est le lien sur lequel je vous offre des outils qui sont à votre disposition ce soir, qui vont faire en sorte, première des choses, prenez pas de notes ce soir, tout y est. OK? Un beau guide dans lequel vous avez plus de trucs que ce que je vais partager ce soir, dans lequel vous allez pouvoir vous référer. Donc, pas de notes ce soir, on est là, relax, on accueille l'information, on prend ce qui résonne, hein? Vous n'êtes pas obligé de tout prendre, ceci dit. Donc, des fois, il y en a qui me disent, ah, mais, tu sais, il y a des choses auxquelles j'adhère, il y en a d'autres moins. Ben, c'est bien correct, là. Moi, j'ai pas la science infuse. Je me base sur les données scientifiques, je me base sur la littérature scientifique tout le temps. C'est pas des choses que moi, personnellement, Caroline Coiré, je pense qu'on devrait faire ça ou ça dans la vie, là. C'est important de se dire que je m'appuie sur la littérature scientifique de ce qu'on connaît qui se fait, qui est efficace, toujours basé sur le cerveau, hein, savoir qu'est-ce qui fait en sorte que quelque chose fonctionne ou pas, hein, que comment on améliore la compréhension des consignes, tout ça. Puis après ça, vous dites, est-ce que ça colle ou pas à ma famille? Puis si ça colle pas, là, c'est bien correct. OK? On se sent pas mal de ça. Vous prenez ce qui résonne, le reste, vous laissez aller. Et faites pareil avec tous les trucs que vous entendez. OK? On est dans une société où on entend 1001 trucs. Moi, pour autant, c'est ce que je fais de ma vie, d'enseigner des choses sur la parentalité. Et je suis moi-même exposée à 1001 conseils dans mon entourage. Et mon entourage sait bien ce que je fais de ma vie. Je rappelle, j'ai pas la science infuse. On peut m'apprendre encore des millions de choses.
Mais je suis pas différente. Je reçois mille et un conseils sur tu devrais pas dormir avec tes enfants, tu devrais être plus sévère sur ça, tu devrais pas te laisser parler comme ça, tu devrais plus faire ci, tu devrais plus faire ça. C'est à s'y perdre avec tout ce qu'on entend. Donc, soyez toujours dans la vigilance avec ce que vous entendez. Regardez toujours, selon mon instinct parental, est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que ça fait du sens dans mes valeurs, avec ce que je connais de mon enfant? Puis suivez-le, votre instinct, parce que plus souvent qu'autrement, quand on permet ici en clinique aux parents de se réaligner à leur instinct, il y a bien des choses qui se placent. Donc, oubliez jamais de l'écouter, votre instinct. On part de ça. C'est super important. Donc, on me dit, est-ce que je suis la seule pour qui le lien ne fonctionne pas? OK, attendez, je vais vous leur transférer le lien. Dites-moi donc si... Je pense que c'est parce que j'ai pas mis la dernière barre oblique. Et c'est peut-être moi qui avais mal copié-collé. Et voilà, je l'ai refait ici. Techniquement, il devrait fonctionner parce que moi, il fonctionne bien de mon côté. Je vais le refaire juste pour être sûr. De mon côté, ça fonctionne. S'il y a de quoi, on va le... Oui, ça se peut qu'il y ait beaucoup de personnes. Si vous êtes tout le monde en même temps sur le site, puis ces temps-ci, on a beaucoup de visites sur le site, ce qui est une bonne chose en soi, là. Alors, mais vous allez le recevoir par courriel, hein, ceci dit. Vous allez pouvoir y aller, là. Peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de monde qui essaie de se connecter. Mais vous allez l'avoir de toute façon. Puis je vous le présente là, ce soir, ce qu'on va faire ensemble. Alors, je fais un petit partage d'écran pour vous présenter un petit peu la présentation de la soirée. Donc ici, ben là, j'ai commencé déjà à me présenter. Donc, je reconnais d'ailleurs des noms ici avec nous ce soir. Donc, merci pour ceux qui sont là, qui me suivent dans les différents événements. Je suis contente de vous retrouver. Pour les autres, ben, je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que je travaille avec les jeunes, les familles. Je suis actuellement propriétaire de 2 cliniques privées, une dans les Laurentides à Saint-Eustache, une à Alma au Saguenay. Puis j'ai une super belle équipe clinique maintenant avec moi où on accompagne plusieurs familles à travers le Québec. Donc ça, c'est une grande passion pour moi qui est l'accompagnement, l'intervention, puis l'enseignement. Ça fait partie la majeure partie de mes activités cliniques maintenant, c'est de l'enseignement, de la formation, des conférences comme ça ici ce soir. Donc, je me promène, pardon, dans le réseau de la santé, beaucoup dans le réseau de l'éducation. Pour autant, je touche aussi les enfants, les adolescents, mais également les adultes. Donc, je fais beaucoup dans l'entreprise aussi, l'accompagnement dans les ressources humaines. Donc, ma grande passion, c'est le comportement humain. D'aller comprendre ce qui fait en sorte qu'on fonctionne au mieux, puis qu'on va chercher, on va puiser nos ressources pour travailler là-dessus, pour créer du beau. Donc, c'est ce qui me passionne. Je suis une passionnée de la littérature scientifique aussi. Pour autant, je suis une fille de terrain. J'adore la science. J'adore m'appuyer sur la science pour voir qu'est-ce qui fait que le terrain et la science se rejoignent. Donc, j'aime beaucoup faire cette vulgarisation-là. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. J'ai publié un livre en 2019 qui est L'enfant stressé, qui est disponible dans les librairies, également dans toutes les bibliothèques. Vous allez pouvoir le louer à ces endroits-là. Et comme je le disais, je suis maman, moi aussi. Alors, je vis les mêmes défis que vous au quotidien. Puis, c'est pas parce que j'ai les connaissances que j'ai que moi, je vis pas de défis à la maison. Au contraire. Donc, ce soir, ce que je vous propose, on va décortiquer un peu le concept de temps avec le bambin, l'enfant, l'adolescent, comment le concept de temps évolue à travers le développement. Ensuite, on va aller voir des stratégies pour favoriser la gestion du temps, des clés, stratégies pour mettre en place une routine qui va permettre aux jeunes de développer son sens des responsabilités et de l'autonomie. Puis, on va voir des petits pièges aussi à éviter avec nos enfants. OK? Donc, pour faciliter la présentation, je vais revenir en mode ici. Donc, je vais le partager, mais toute la diapo, là, vous l'avez aussi. Je vous l'ai partagé dans les outils. Donc, vous allez pouvoir l'avoir là, comme ça en format PDF, là, la diapositive PowerPoint. Alors, première des choses que je voulais vous dire, en fait, puis je vais vous faire un gros statement, là. Les enfants, ils n'ont pas de problème avec le temps. OK? Les enfants n'ont pas de problème, ni les adolescents, avec le temps en soi. Ils ont un problème avec notre temps. C'est pas le temps le problème, c'est notre temps. Et comment on vit à un rythme de fou. On n'est pas fait
pour vivre à 1000 à l'heure comme on le fait là. Pour autant, on est dedans, là, c'est notre rythme de vie, on est comme ça, mais on n'est pas fait pour vivre vite de même. Leur cerveau n'est pas prêt à vivre vite de même. Ça cause toutes sortes de problématiques. Plus de stress, plus d'anxiété, des comportements inadéquats. Parce qu'en fait, le stress et l'anxiété, là, si vous me rejoignez dans une conférence, on parlerait du stress et de l'anxiété, je vous dirais d'emblée que on a des mécanismes de base, là, des mécanismes de défense qui font en sorte que dans le bois, on va être capable de sauver notre peau. Depuis la nuit des temps, ce sont ces mécanismes-là, c'est attaque, fuite, immobilisation. Quand j'attaque, je mobilise une dose d'agressivité pour combattre ce qu'il y a devant moi. Quand je m'enfuis, je mobilise une grande dose d'énergie pour prendre les jambes à mon cou et m'en aller bien, bien loin. Mais éventuellement, si je ne peux ni attaquer ni fuir, il me reste une seule chose à faire pour survivre et c'est de figer. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est que ce sont exactement les mêmes mécanismes de défense qui font surface lorsqu'on pousse dans le derrière des enfants sans arrêt. Go, 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 là! Vite, 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 faut partir, là, on va être en retard, là. Combien vous pensez, écrivez-moi ça dans zone de clavardage, combien vous pensez que les enfants reçoivent de consignes de temps en moyenne par jour? Les enfants d'âge scolaire. En moyenne, combien l'enfant reçoit de consignes de temps par jour du matin au soir? Maison, école. On dit beaucoup. Au moins 120, 15, 1000, beaucoup trop. La moyenne, calculée sur un groupe d'âge préscolaire, on a pris toute une cohorte d'âge scolaire, pardon, pas préscolaire, mais scolaire, 150 en moyenne du matin au soir. Allez, là, Caroline, lève-toi, c'est l'heure de te lever, là. Allez, faut que tu viennes prendre ton déjeuner. Allez, Caroline, finis ta toast, là. Tu vas être en retard, là. Faut que tu ailles habillée. Allez, va brosser les dents, là. On va être en retard, là. Ferme la tablette. C'est l'heure de faire ça. On va être en retard, on va partir. Vite, vite, on va partir, là. On sera pas à l'heure pour l'école. Vite, vite, les enfants, on se place dans le cours de récréation. On va en ligne, on va rentrer. Allez, tout le monde, on se prépare. Dans 2 minutes, il faut être sorti. 150 fois par jour où on rappelle à l'enfant qu'il faut qu'il revienne dans sa ligne du temps. Alors que, jusqu'à 10 ans, la conception du temps n'existe pas dans le cerveau. C'est pas encore développé. C'est en développement, OK? Ça veut dire que l'enfant jusqu'à 10 ans, il est mené par une notion de plaisir et recherche d'évitement, de déplaisir. Je veux avoir du fun, puis je vais éviter d'avoir des malaises. Quand on joue avec notre enfant 15 minutes, il trouve que ça passe comme ça. Je le fais attendre 1 minute pour terminer ma conversation téléphonique. Il se couche à terre, on dirait que ça fait une vie qui attend. L'adolescent, je permets 1 heure de tablette. Il trouve que c'est pas assez, que ça passe comme ça. Je lui demande de ramasser sa chambre, ce qui va y prendre 5 minutes, puis c'est la fin du monde. Tu sais, la notion de temps, ça se développe dans le cerveau. Puis c'est pas vrai que des enfants de 3, 4, 5, 7 ans comprennent la notion du temps. On est tout le temps en train de redire, allez, il te reste 5 minutes, il te reste 2 minutes, allez, on va manquer le train, dans 10 minutes. Jusqu'à 10 ans, ils savent pas c'est quoi. C'est pourquoi aussi que plusieurs enfants, qu'on leur demande, quand ils reviennent de l'école, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ils vont dire, je sais pas. Parce qu'ils sont pas capables de replacer en ordre chronologique les événements de la journée. Ça devient tellement un cafouillis dans leur tête de se faire demander qu'est-ce que t'as fait, que c'est comme, je sais pas, on me tente pas d'en parler. On dit, mais t'as fait quoi? Je sais pas, là, c'était plate, ça me tentait pas. Puis pour autant, on dit, voyons, est-ce qu'il se passe quelque chose à l'école? Puis l'enseignante de nous dire, non, non, ça va super bien, il y a du fun, il participe, il y a du plaisir. Donc avec ces enfants-là, ça va beaucoup mieux en bas de 10 ans de dire, hey, qu'est-ce que t'as fait à la récréation? Avec qui t'as mangé à l'heure du dîner? Qu'est-ce que t'as fait dans la dernière période de l'après-midi? Comment s'est passée ton entrée à l'école ce matin? Qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé dans la classe? Donc, on donne des repères dans le temps où l'enfant est capable de retourner dedans, puis là, il nous donne l'information qu'on souhaite aller chercher. Mais il faut comprendre que la notion de temps, c'est quelque chose qui se développe. Donc, on va déjà se devancer très vite, et on me dit qu'il y a une très bonne question.
Oh, je vais répondre tout de suite avec Christine. Elle dit, est-ce réparable si on est super coupable d'avoir stressé nos enfants avec le temps avant l'âge de 10 ans? Mon Dieu, Christine, ben oui, là. D'abord, on parle même pas de réparation, là. C'est pas grave. C'est juste qu'ils étaient pas très efficaces, probablement, quand on leur a poussé dans le derrière. Mais ceci dit, là, je suis pas tout le temps mielleuse. Allez, les enfants, il reste 5 minutes. C'est le temps d'une chanson. Je vais chanter le temps que vous vous préparez pour que vous compreniez la notion du temps. Non, non, moi aussi, des fois, le temps me pousse dans le derrière. Puis je suis comme, go, 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 les filles, on va partir. Je vais être en retard. Maman est stressée, là. Là, faut pas paniquer avec ça, là. OK? Puis le cerveau, là, il est extrêmement malléable. Tu sais, à moins qu'on ait fait subir des sévices à nos enfants, qui ont, ceci dit, ça, des gros impacts, là, euh, nos enfants vont subir du stress, là. OK? L'idée, c'est, regarde, la plupart du temps, on fait de notre best, là, pour être avec nos enfants, on fait de notre mieux, puis on a le droit de se tromper, là. Puis on a le droit de dire, hey, tu sais quoi, je me suis trompée, puis je m'excuse, on va essayer de faire différemment la prochaine fois parce que c'est vrai que moi aussi, je suis tannée de crier. Puis c'est bien correct, ça. OK? L'idée, c'est, maintenant, on comprend certaines choses que peut-être qu'on comprenait pas, ou des fois, on apprend quelque chose, on fait, ah, OK, avoir su, j'aurais fait différemment. Mais tu pouvais pas faire différemment, tu le savais pas. OK? Puis c'est correct. Puis ça se peut que tu le savais, puis à ce moment-là, tu pouvais pas faire autrement. Parce que toi, tu avais plein de responsabilités qui te poussaient dans le derrière, puis tu avais une grosse pression sur les épaules. Donc, tu sais, il faut vraiment relativiser, là. Il faut prendre soin de nous comme parents. On parle beaucoup de bienveillance, bienveillance envers les enfants, mais soyons bienveillants envers nous-mêmes, là. OK? Nous aussi, on vit plein d'affaires. On a la responsabilité de prendre soin de nos enfants, de prendre soin de nous, prendre soin de nos émotions pour donner le meilleur à nos enfants. Mais on est là, ici, on n'est pas dans de la réparation. Donc, oui, il faut prendre conscience qu'on a un rythme qui va trop vite, puis se donner les moyens de ralentir pour pas être tout le temps en train de leur pousser dans le derrière, mais on n'est pas dans de la réparation. Puis si c'est le cas qu'on a créé du stress, quand je parlais tantôt attaque, fuite, immobilisation, dans les faits, ce qui va arriver, les 3 typiques enfants qu'on pousse dans le derrière, là, vite, 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 active, 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 pète une coche à pas, fait une crise de larmes, ça se passe pas, il bougonne, ça c'est de l'attaque. Là, c'est comme l'agressivité qui ressort. Deuxième cas typique, l'enfant qui s'enfuit, s'en va se cacher faire autre chose, il va niaiser ailleurs. Là, il est dans la fuite, là. Il est pas bien dans le moment présent. Puis là, il fait toutes sortes d'autres affaires. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Donc là, ça énerve. Là. Il va mentir. Oui, oui, j'ai fait ça, puis il l'a pas fait. Oui, oui, j'ai brossé mes dents. Il les a pas brossé. Donc, ce cas typique-là. Puis le troisième cas, c'est l'immobilisation. Ça, il a été démontré que plus on va pousser sur un enfant pour qu'il s'active, plus on va le ralentir. Donc, le mécanisme d'immobilisation va se mettre en place. Puis concrètement, ses muscles deviennent plus comme de la guenille. Donc, on va voir le jeune enfant qui va perdre la coordination motrice. Sa coordination, là, c'est zipper son manteau, mettre sa tuque, ses gants, ses bottes l'hiver, là. Plus on le pousse, moins il est capable de s'habiller. Parce qu'il perd de la dextérité, il perd de la motricité. On voit qu'il y a un ralentissement dans l'ensemble du corps. Donc, c'est là de se dire, on va se donner les moyens pour être capable de respecter le temps, répondre aux besoins de tout le monde aussi, dans le sens où on a beaucoup de choses à faire comme adultes, mais les enfants n'ont pas à subir notre vie d'adulte pour autant parce que d'abord, leur cerveau peut pas, puis on va les mettre en échec, puis on va tout le temps les chicaner. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Donc, mais il faut savoir qu'effectivement, des consignes de temps, puis pousser l'enfant, ça a des répercussions sur son fonctionnement. Et c'est là qu'il faut faire attention à ne pas entrer dans je vais te donner des conséquences si ça se passe pas bien. Parce que des fois, c'est le contexte qui fait en sorte que ça se passe pas. Puis comme il n'y a pas un contexte idéal, mais ça peut pas se passer. Puis là, ça se passe pas. Puis on donne des conséquences. Donc, on augmente le stress. Puis c'est comme une roue qui tourne. Là. J'augmente le stress, donc ça se passe moins. Comme ça se passe moins, j'augmente mes conséquences. Comme j'augmente les conséquences, le stress augmente. Et là, on rentre dans une roue qui tourne. Donc, on va revoir un peu comment justement se donner les meilleurs moyens pour que ça se passe. OK? Puis, ceci dit, j'aime beaucoup, Karine, que tu parles de la notion de responsabilisation du parent. Tu dis, on a une responsabilité, nous, de gérer notre temps, puis de gérer, puis absolument. Je vous remets le lien du document ici. Je l'ai remis.
Alors, voilà, les enfants, ils ont de la difficulté avec notre notion de temps. Puis, il faut savoir que les enfants, ils ont mille et une raisons et les adolescents aussi ont mille et une raisons de ne pas écouter nos consignes de temps. Parce que leur job à eux dans la vie, la job de leur cerveau, c'est de chercher du plaisir et d'éviter des malaises. Donc, je veux plus de plaisir, ben je continue ce que je suis en train de faire comparativement à la tâche que tu me proposes ou la demande que tu me fais qui va me procurer moins de plaisir. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de toujours faire vivre l'enfant dans le plaisir. Il doit apprendre à vivre des frustrations. On doit l'accompagner. Il doit apprendre à se sortir d'un plaisir pour aller faire une tâche qui procure moins de plaisir. Mais ça, en soi, c'est un apprentissage. Ça se fait pas tout seul. Ça demande donc d'accueillir, d'être indulgent, puis de montrer comment, de donner un espace tampon entre les deux. On va en parler d'une stratégie tantôt, mais c'est important, les espaces tampons entre les transitions, entre ferme ton jeu, puis viens t'asseoir à table, puis manger. Mais plus il va vieillir, plus ça va être évident. Mais enfant, là, se couper de quelque chose qui est super le fun, surtout si c'est de la tablette électronique, par exemple, qui est ultra stimulant, pour venir s'asseoir à table, les deux fesses sur la chaise, pour une demande de pas trop bouger, il y a quelque chose entre les deux qui manque, dont un espace où le jeune va être capable de faire la transition. Parce que on a trop d'activités une après l'autre et chaque transition génère du stress, ce qui est normal. Comme le jeune qui rentre de la récréation et qui va s'asseoir à sa chaise dans la classe pour commencer un travail. Mais les enseignants prévoient des périodes qu'on dit tampons, où on accueille, on reçoit la bienvenue, on se dépose, et là, doucement, on commence l'autre activité. Mais à la maison, il faut faire ça aussi. S'assurer qu'on finit une activité, qu'on a un petit buffer entre les deux. Si on les colle trop, nos activités, toc, 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 on n'a pas d'espace pour de la négociation, pour du bougonnage, parce que c'est normal qu'ils bougonnent un peu s'ils trouvent ça plate. Puis c'est pas grave qu'ils bougonnent. Mais l'idée, c'est qu'ils passent à l'autre activité, mais si on n'a pas le temps de niaiser, là, le bougonnage va nous apparaître comme une menace. On va dire, hey, c'est pas vrai que c'est ma bougonnée, on va se mettre en retard. Là, on augmente la pression, puis là, ça ralentit le processus. Donc, ça va être important, on va en reparler tantôt, d'avoir des périodes tampons. Mais le jeune cherche toujours du plaisir et cherche à éviter des malaises. Donc, ça va beaucoup expliquer pourquoi les jeunes ne respectent pas le temps. Puis, le temps, pour nous et pour eux, c'est différent. Mes priorités ne sont pas ses priorités. Comme pour l'adolescent. Si moi, je dis, là, je veux que tu fasses ta chambre, lui, c'est comme, OK, ça fait 3 jours, je te demande de faire ta chambre. Ouais, je vais la faire. Mais t'attends quoi pour la faire? Ben, je pensais la faire demain. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été clair. Fais ta chambre. Nous, on s'attend à ce que là, la chambre, c'est un cafouillis. Là, d'ici à la fin de la journée, il faut que ce soit fait. Pour lui, fais ta chambre. Si on donne pas de délai, puis il faut faire attention avec les délais. C'est pas dans 20 minutes, je veux que ta chambre soit faite. On doit faire des demandes réalistes et raisonnables. Comme la même chose entre conjoints. On dit pas avant 10 minutes avant que notre conjoint parte pour le travail. Hey, là, excuse, j'aimerais ça que tu me plies une brassée de lavage là, avant de partir. Là. Ça va être important, ça traîne là, dans la chambre depuis 2 jours, on n'a pas plié de linge. C'est pas le temps de faire cette demande-là. Mais c'est la même chose pour nos jeunes. Il faut voir est-ce que la demande est réaliste au moment où elle est posée. En fonction de notre horaire, en fonction de ce qui est prévu. Est-ce qu'on en a parlé? On va tout décortiquer ça ensemble. Alors, beaucoup, beaucoup de réactions dans la zone de clavardage, puis on va tout lire ça ensemble. Et on va je vais prendre le temps de vous accueillir tantôt à l'écran, puis on va décortiquer vos questions, puis individuellement, là, ça va être le fun. Ça va nous donner plein de pistes d'intervention, d'accompagnement. En fait, j'aime mieux dire accompagnement qu'intervention, là. Donc, juste pour revenir à bambin, enfant, adolescent, la conception du temps, ce qu'il faut se rappeler, elle commence vraiment à s'installer vers 10 ans. Donc, du 0-5 ans, là, on est dans je te guide quasiment dans l'ici et maintenant. Tu sais, là, des mini-repères, là, dans 5 minutes, qui est l'espace d'une chanson, il faut ramasser. Donc là, on part une chanson. C'est comme ça au CPE. On part une chanson, puis là, les enfants savent que durant la chanson, il faut qu'ils ramassent leurs choses. Même chose, on fait des chansons pour laver les mains, pour donner le temps qu'il faut laver des mains. Ça prend des repères qu'ils connaissent. Mais du 0-5 ans, on n'est pas dans 5 minutes, il faut que tu sois prêt. Ça veut rien dire. Rien du tout. Plus on vieillit après, jusqu'à l'âge de 10 ans, ça prend des repères connus de l'enfant.
Ça peut être, là, je me devance un peu, là, mais ça peut être 20 minutes, c'est un temps, comme nous, on le sait, c'est un salmigondi. À la maison, c'est une émission que mes enfants aiment beaucoup, là. 20 minutes, c'est un temps de salmigondi. 5 minutes, c'est le temps que ça prend pour marcher jusque chez Nani. J'habite à côté de chez ma sœur. Nani, c'est tante Nani. Donc, 5 minutes, c'est le temps de marcher jusque chez Nani. 2 minutes, c'est telle chanson de ma petite Jade qu'elle aime vraiment beaucoup, qui est La Baboune, de Milou. Donc, on a des repères comme ça qui sont connus pour aider à orienter dans le temps. Donc, des fois, comme là, Jade, je partais ce soir pour venir faire la conférence avec vous. Puis là, je dis, là, ma belle Jade, je pars dans 5 minutes. Puis elle dit, est-ce que c'est long, 5 minutes? Ben, je dis, ben, c'est 2 babounes. Baboune, pas faire la baboune, mais la chanson La Baboune de Milou. Je dis, ben, c'est deux la baboune. Elle dit, ah ben 2, c'est plus que 1. OK. Donc là, elle sait combien de temps avant que je parte. Donc, ça l'aide à repérer dans le temps. Puis après ça, on a des repères qui sont mieux. Mais encore là, c'est important de savoir qu'une journée, une semaine, un mois, c'est nébuleux dans la tête d'un enfant. Donc, pour les enfants, par exemple, qui sont en garde partagée, dire je fais une semaine chez un, une semaine chez l'autre, 2 jours, 3 jours, 3 jours, 2 jours, c'est pas toujours clair dans la tête de l'enfant. Donc, c'est vraiment l'idéal, surtout en bas de 10 ans, d'avoir des repères visuels, un calendrier où ils peuvent s'orienter, faire des X à la fin de la journée, d'avoir des routines dans lesquelles on voit le temps avancer. Hein? À l'école, on fait ça, à la garderie, on fait ça. On déplace, savoir on est rendu où dans la journée. Plus l'enfant a de repères, et même l'adolescent qui a des repères dans sa journée, plus c'est sécurisant. Comme nous au travail, si on sait on est rendu où dans la journée, on sait ce qu'on a à faire, on sait quand approche la fin, on sait qu'est-ce qu'il faut faire avant la fin de journée de travail, ça diminue notre anxiété. On est plus efficace, plus performant, on a plus de plaisir, plus de fun, on est de meilleure humeur. Ça, c'est clair. Donc, ça, c'est important de le dire. L'enfant et l'adolescent n'ont pas la même conception du temps. L'adolescent, beaucoup plus, là. Là, on est dans le développement du cerveau est plus avancé, mais ceci dit, c'est long au cerveau humain à développer la conception du temps, puis à développer, à être mature, là, en soi. Ça prend combien de temps, vous pensez que ça prend au cerveau humain à atteindre la pleine maturité? Vous pensez que c'est combien de temps? OK, 21 ans, 25 ans, 21. Et la gagnante est Marie-Michel pour 45 ans. Ça prend 45 ans au cerveau humain à atteindre sa pleine maturité. Ça prendra pas 45 ans avec les enfants se gèrent, là, OK? Mais ceci dit, c'est que différentes parties du cerveau vont être développées. On parle du cortex préfrontal, qui est la partie la plus humaine du cerveau. Elle prend 25 ans au cortex à se développer. Mais pour autant, c'est les connexions entre les différentes parties du cerveau qui prennent plus de temps que ça. Donc, plus on va vieillir, quand on dit la maturité, on devient plus sage avec le temps, on arrive à prendre une situation avec un pas de recul, avoir des enfants à l'âge que j'ai là ou avoir les enfants quand je les ai eus il y a 7 ans, c'est deux mondes, là. C'est deux choses, puis l'expérience de vie qui rentre en compte, puis les ressources qu'on développe aussi. Donc, ce qui nous apparaît comme démesuré pour un enfant avec un cerveau en développement, pour un adolescent avec un cerveau en développement, c'est normal dans son contexte de développement. Donc, des fois, il faut nuancer. On dit, voyons donc, là, je te l'ai dit, ça fait 10 fois que je te le dis, là, à un moment donné, pogne pas une aire de même, là. Mais lui, ça se peut que oui. C'est comme ça dans son cerveau, il gère pas. Il vit plein d'émotions, c'est super difficile. Donc, bref, j'irai pas dans le développement émotionnel aujourd'hui, là, on pourrait s'entretenir jusqu'à demain matin sur tous ces sujets-là. Mais ceci dit, je suis pas un partage d'écran, je vais vous montrer le guide là quand je vais vous parler là. Je vais m'avancer ça ici puisque je l'ai couvert avec vous là. Donc vous avez ce guide-là à télécharger, la gestion du temps avec un enfant. Vous avez, si je ne me trompe pas, 12 astuces, trucs, astuces dedans là pour gérer le temps avec un enfant. Un adolescent, là, vous avez juste à l'appliquer selon l'âge. Alors vous allez pouvoir télécharger ça. Alors on y va là pour des stratégies. On va y aller dans le concret là. Concrètement, pour organiser le temps avec un enfant, avec un adolescent. J'aime ça, on va en reparler, Hélène, qui dit comment faire pour que l'ado de 17 ans fasse ses travaux, études d'avance au lieu de dernière minute, car passe beaucoup de temps, jeu ou vision vidéo, jeu vidéo, c'est ce que je comprends. OK, on va en reparler. En période de questions, je vais le prendre, c'est une très, très bonne question. Donc, je vais aller dans les stratégies. On y va pour une vingtaine de minutes là, de stratégies concrètes, officielles, puis après, là, je vais rentrer dans vos questions, puis je vais aller échanger avec vous.
Oui, vous allez tout recevoir par courriel pour ceux qui n'arrivent pas à télécharger les outils, là, pas de souci. Donc, allons-y dans les stratégies concrètes pour gérer le temps avec l'enfant, avec l'adolescent. Donc, d'abord, comme je le disais, donner des repères qui sont connus par l'enfant. Là, on va parler de l'enfant, là. Donne-lui des repères qui sont connus, qu'il comprend pour qu'il puisse s'organiser dans le temps. Donc, l'espace d'une chanson, utiliser des outils, le sablier, le time timer. Mais l'outil doit être là pour aider l'enfant. C'est pas un outil punitif, dans le sens où certaines personnes vont me dire, le timer ou le sablier stresse mon enfant. Il veut rien savoir. Je le parle, puis il capote, là. Ça le stresse. C'est parce que ça doit pas être utilisé comme un outil stressant. Je vous le mets en exemple comme un adulte là, au travail. Imaginez que vous êtes en train de terminer une tâche, qu'il vous reste 20 minutes pour finir une tâche, puis que là, on vous dit, là, je te passe ça, 20 minutes, oh ouais, il faut que tu finisses ça dans 20 minutes, là. Puis là, il te reste 7 minutes, là, il te reste 5 minutes, là, il te reste 2 minutes. Mais ferme le timer, ça va me rendre folle. Ça m'aide pas pantoute à m'organiser dans le temps. Par contre, utiliser différemment le timer au travail, moi, je l'utilise régulièrement. Dans l'organisation de ma journée, je vais me dire, OK, là, j'ai 20 minutes là, je vais me prendre un bloc de 20 minutes pour répondre à des courriels. Je pars mon chrono pendant 20 minutes, je ne fais que ça. Ça m'aide à encadrer une tâche. Mais c'est pas comme si ça se passe pas, là, t'as une conséquence. Sinon, ça va me stresser. Et le stress diminue l'attention, diminue la concentration, augmente l'impulsivité, nous rend plus réactifs. Donc, il faut pas que l'outil crée du stress. Il faut que l'outil soit aidant pour s'organiser dans le temps. Ça, c'est une grande nuance. Donc, pour l'adolescent, qui a de la difficulté à être dans autre chose que le plaisir, qui, par exemple, j'entendais, c'est sûr qu'il y a rien qui va rivaliser les jeux vidéo, là. Là, il va falloir cadrer peut-être les jeux vidéo, parce que plus on s'expose à des jeux vidéo et plus on s'expose, je veux dire, 2 heures et plus d'écran de loisirs par jour, va avoir des effets qui vont se faire sentir de plus en plus forts sur la journée entière, là, en termes d'attention, concentration, capacité à faire des efforts, motivation, engagement dans la tâche, débuter, finir une tâche, faire des efforts, parce que c'est tellement stimulant et le fun des jeux vidéo qu'après le cerveau, il veut juste ça dans la vie réelle. Mais ça existe pas, ça se compare pas dans la vie réelle. Donc, le cerveau, ben, il cherche toujours à éviter la tâche puis retourner vers du plaisir. Donc, un jeune qui fait beaucoup de jeux vidéo, 2 heures et plus par jour, ou qui est sur la tablette, ou qui écoute des vidéos en rafale, qui est beaucoup sur les médias sociaux, les TikTok, Snapchat, Instagram de ce monde. Après ça, quand il va dans une tâche, qu'il faut qu'il ramasse sa chambre, qu'il faut qu'il fasse sa routine, qu'il faut qu'il fasse ses devoirs, qu'il faut qu'il étudie, le cerveau, tout ce qu'il veut, c'est éviter le malaise. Donc, il va il va avoir des distracteurs qu'on dit internes. Il va être tout le temps dérangé. Oh, je vais aller faire ça. Je vais juste faire ça 1 minute. Je vais juste aller voir ça. Je vais juste retourner voir mon Insta 1 minute parce qu'il veut se couper d'un déplaisir pour avoir une petite shot de plaisir. Mais c'est très inefficace pour la routine. Puis là, on va dire aux gens, ah ouais, focus. Je veux dire, si tu te concentrais 10 minutes, là, ça se passerait puis ça serait fait. Là, ça fait 45 minutes qu'on niaise. Donc, c'est sûr que d'abord, pour aider un jeune à être concentré puis à faire ce qu'il a à faire, il suffit pas juste d'encadrer le temps, il suffit de voir comment il gère ses activités dans la journée, quelles sont les sources de stimulation dans la journée. Et plus il y a une horaire chargée qui fait qu'une activité par en arrière de l'autre, plus on est géo avec l'enfant, je t'occupe constamment pour pas que tu vives du déplaisir ou que tu t'ennuies puis que tu n'as rien à faire, plus tu es exposé à des vidéos, tablettes, électroniques de ce monde, mais plus le cerveau roule vite, 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 vite. Donc, quand moi, je veux te ralentir pour te ramener dans une tâche, c'est un peu ardu comme tâche. Donc ça, c'est important de savoir que travailler la routine puis la gestion du temps, ça veut pas juste dire chronométrer les tâches. C'est bien au-delà de ça. C'est créer des conditions dans le cerveau pour qu'on soit capable de se déposer dans le temps puis de dire là, j'ai quelque chose à faire, faut que je le fasse. Donc une recommandation d'emblée, ce serait ralentir notre rythme de vie. Comme adulte, ça va beaucoup trop vite. On a peu d'espace. Hein. Il se passe une affaire d'imprévu dans notre journée, puis là, on paye le prix toute la journée parce qu'on manque de temps. Ça veut dire qu'on est quasiment calculé la minute près ce qu'on a à faire.
Donc, ralentir, puis ralentir dans l'horaire des jeunes aussi pour leur donner des moments où ils n'ont rien à faire, des moments où ils n'ont pas des journées entières où ils n'ont pas d'électronique, qui sont obligés de s'occuper par eux-mêmes. Ils vont apprendre à se déposer dans le temps, puis à prendre le temps de faire les choses. Ça va être déjà une très belle occasion de faire cet apprentissage-là. Donc, donner des repères connus. Rendre l'horaire accessible visuellement. Ça, c'est quelque chose qui peut aider beaucoup aussi. Donc, tout dépendant de l'âge, là, évidemment, mais à partir de 6 ans, mettons, là, du 6-7 ans, là, jusqu'à ado, de voir là, le planning de la semaine, ça va ressembler à quoi? Parce que des fois, nous, on a un horaire dans notre tête, on sait ce qu'on a à gérer, on sait ce qu'il y a à faire, mais le jeune, il ne sait pas. Puis nous, on est comme les garants de l'horaire, puis on est les seuls à être les garants de l'horaire. Donc, on est les seuls à tout le temps donner des consignes de temps, puis ça devient un peu lassant pour la famille. C'est comme on est tout le temps en train de répéter, puis c'est fatigant. Puis on se tente aussi de répéter tout le temps. On dit, voyons, c'est bien fatigant. Je veux dire, c'est aussi vos activités, là. Faut que je te pousse pour que tu ailles faire ton cours de gymnastique que toi, tu veux faire. Donc, à un moment donné, donc c'est de se dire, c'est une affaire de famille aussi, de se dire, voilà, là, la semaine va débuter, on est dimanche. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Ça peut faire partie de notre souper, là, le dimanche soir. OK, votre semaine ressemble à quoi? Ça se peut, lui, on 6 ans, je sais pas, je vais à l'école. Je sais pas ce que j'ai à faire cette semaine, tu sais. OK, bon, on prend l'habitude de leur demander, puis de dire chacun, votre semaine, ça va ressembler à quoi? C'est quoi vos priorités dans la semaine? Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette semaine? Après ça, c'est dans la mesure du possible, là. Puis de dire, OK, voilà ce qu'on a à l'horaire cette semaine. Donc là, mettons, cette semaine, peut-être que lundi, je finis plus tard de travailler. Donc là, ça va paraître quelque part à l'horaire, que l'enfant puisse se repérer dans le temps. On a le cours de gymnastique le mardi soir pour un enfant, les arts martiaux le jeudi soir pour l'autre. Samedi, on a un brunch dans la famille chez quelqu'un, puis dimanche, on fait rien. On fait rien, on se relaxe. Vendredi soir, c'est notre activité récompense, privilège à la maison. N'oubliez pas, en vendredi prochain, c'est notre cinéma cochonnerie. Donc, tu sais, d'avoir un repère pour dire, voilà ce qui s'en vient. Donc là, à partir de ça, on dépose ça sur papier. Ça n'a pas besoin d'être si beau, là. On veut juste avoir un repère dans le temps pour qu'après, ce qu'on demande aux enfants, aux ados, commence à faire du sens pour eux. Parce que demander quelque chose pour demander quelque chose, ça fait pas de sens. Je vous explique. Mettons un enfant qui, dernièrement, je voyais une famille difficulté avec la gestion des écrans à la maison. Puis à tous les jours, l'enfant a le droit à 1 heure d'écran. Donc, c'est la règle statuée dans la maison, 1 heure d'écran par jour, ça leur convient. Mais le lundi, c'est toujours la crise parce qu'ils ont plein d'activités à l'horaire. C'est que tout roule vite. Les parents finissent travailler, il faut qu'ils aillent chercher l'enfant au service de garde, revient à la maison, soupe en vitesse pendant que l'autre parent fait faire les devoirs à l'enfant, les révisions, parce qu'il y a un cours d'arts martiaux ce soir-là. Puis là, mais on revient, puis là, on se lave, puis il faut se coucher, là, tu sais, de la collation. Ça roule, ça roule, ça roule. Ça ne fait pas de sens, cette journée-là, de mettre 1 heure d'écran à l'horaire. Puis là, les parents sont embêtés parce qu'ils ont dit, ben j'ai dit qu'il y avait le droit à 1 heure d'écran par jour. Mais les règles sont pas obligées d'être rigides de même. Donc, il faut que ça ait du sens. Parce qu'après, l'enfant, ça fait plus de sens pour lui. Il dit, je le veux, mais ça marche pas, ça amène des conséquences. Tout le monde se met en retard. Là, il soupe pas parce que là, il veut. Là, il dit, ben là, je vais souper en écoutant ma tablette pour prendre mon temps de tablette, ou je me prépare, ou j'écoute la tablette dans l'auto avant mon cours d'arts martiaux, mais il arrive au cours, il est pas concentré, il est encore dans son affaire super stimulant. Ben, ça marche pas, cette journée-là. Mais quand on le montre à l'horaire à l'enfant, puis qu'on dit, regarde sa journée, comment elle est super occupée, puis qu'on a plein de choses à faire. Mais si on veut que ça se passe au mieux, qu'on ait du plaisir, qu'on passe du temps agréable ensemble, ben, cette journée-là, ça ne convient pas de mettre à l'horaire 1 heure de tablette. Puis non, il n'y aura pas 2 heures le lendemain pour reprendre la veille. Ça va être comme ça, ou lundi dans notre maison, pour que ce soit agréable, efficace, qu'on soit dans le plaisir, dans l'harmonie, ben il n'y en aura pas d'écran le lundi. Mais regarde, le mardi, là, on n'a rien à faire dans toute la soirée. Donc, tu peux revenir de l'école, puis tu as le droit de l'utiliser là, ou là, après le souper. T'sais? Donc, idéalement, pas 1 heure avant d'aller au lit, là. Mais donner du sens.
J'aime ça le mot. Les règles doivent être cohérentes. Oui, ça doit être cohérent avec ce qu'on a à faire. Donc, l'utilisation des écrans doit se faire de façon intelligente. Oui. Puis on dit oui, effectivement, c'est 2 heures maximum par jour. Julie qui dit ça. En fait, les recommandations canadiennes disent 2 heures d'écran maximum par jour pour les 6 ans et plus, mais on recommande fortement dans le 6-12 ans que c'est 1 heure d'écran de loisir maximum et du 12 ans et plus, 2 heures d'écran maximum par jour de loisir. OK? Donc, il faut que ce soit cohérent, les règles. Puis des fois, c'est l'absence de cohérence entre nos règles qui fait en sorte qu'on est tout le temps en train de donner plein de consignes parce qu'on veut comme tout mettre. On veut le beurre puis tu sais le beurre puis la crème là. Tu sais, on veut tout là. C'est le beurre puis l'argent du beurre. Tu sais, donc mais ça se peut pas ça. Faut faire des compromis quelque part puis il faut apprendre à nos enfants et nos adolescents à faire des compromis. Puis tu sais de dire on peut pas tout avoir. Il faut faire des choix puis des fois un choix ça amène des deuils. Puis ça, c'en est un, mais lundi, je peux pas avoir mon écran. Puis c'est le fun, puis c'est vrai, puis on peut dire à l'enfant, t'as raison que c'est le fun. Je comprends pourquoi tu trouves ça le fun, mais cette journée-là, il y en aura pas. OK? Mais je comprends. Je comprends que c'est plate. Ça se peut qu'il bougonne. Ah, c'est plate, pas d'écran. Puis je comprends. T'aimes ça, les écrans. Mais on se rappelle, cette journée-là, on a choisi qu'il n'y en avait pas pour que ça se passe au mieux. Parce qu'on veut que tu profites de ton cours. On a envie de t'accompagner là. On a envie que ça se passe bien, notre heure de souper ensemble, puis qu'on se retrouve à la maison et qu'on soit bien. Donc, d'expliquer le fondement des règles. Puis, ben, à un moment donné, c'est de mettre notre pied à terre comme parents, puis de dire, ben voilà les règles qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une harmonie dans la maison. Puis il y a des règles qui se négocient avec les enfants, mais il y en a d'autres qui se négocient pas. Puis ça, il faut les statuer. Puis c'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qui se négocie ou pas dans votre maison, mais il y a des règles, c'est aux parents à décider que, ben regarde, c'est comme ça. Pour que ça se passe bien, puis pour assurer leur bon développement, c'est comme ça que ça doit se passer. Après ça, que tu brosses tes dents avant le bain, après le bain, change-tu vraiment quelque chose? Je pense pas. Mais l'heure que tu te couches, oui, ça change quelque chose. Puis non, c'est pas toi qui vas décider si tu te couches à 7h30, 8h30 ou 9h30, là. Je veux dire, tu as 7 ans. Tu décideras pas à l'heure que tu te couches, même si tu me dis que t'es pas fatigué. Donc, il y a des règles que c'est le parent qui va les installer et qui, parce qu'elles ne sont pas négociables, l'enfant va arrêter de négocier ces règles-là. Mais il y a beaucoup de règles qui sont négociées par les enfants parce que, à certains moments donnés, c'est pas clair sur est-ce que la règle est négociable ou non. Donc, ça peut être aussi de refaire un spot check avec la famille puis de dire, voilà les valeurs de la maison, voilà les règles qui ne sont pas négociables dans cette maison-là, et voilà les conduites qu'on va se donner entre nous, les discussions qu'on va avoir pour qu'après l'horaire se passe au mieux. Mais c'est important de voir que l'enfant ne peut pas tout décider, l'adolescent non plus, puis c'est plus on va être encadrant, puis qu'on va dire voilà des règles à suivre, voilà pourquoi j'applique ces règles-là et voilà pourquoi elles sont bonnes pour toi, parce que je fais pas ça pour le fun de te faire de la peine. Voilà pourquoi elles sont bonnes pour toi. Une fois que c'est expliqué, mais là cette règle-là elle est pas négociable. OK? Donc ça peut aider aussi à avoir moins de négociation, mais l'enfant doit avoir un espace et l'ado pour prendre des choix, prendre des décisions, négocier, argumenter. On en parle toujours à la négative. C'est très bon, l'argumentation. Ça développe la pensée critique. Si on a quelqu'un qui nous écoute, qui nous explique, qui nous accueille, mais c'est très bien d'argumenter. On veut des enfants qui sont capables du sens critique, mais ça se développe. Donc, c'est sûr que si on veut un enfant qui argumente jamais, qui s'oppose jamais, on veut pas ce type d'enfant-là qui va devenir un adulte qui dira jamais son opinion. Donc, l'idée, c'est OK, j'entends pourquoi tu penses que toi, tu devrais te coucher plus tard, par exemple. J'aurais plus de fun, j'aurais plus de temps. OK, je comprends. Mais voilà pourquoi ça peut pas se passer. Parce que ton cerveau a besoin de dormir. Quand tu dors, tu apprends, tu grandis. Quand tu dors, tu régules tes émotions. Quand tu dors, ton système immunitaire se renforce et à ton âge, voilà à peu près le nombre d'heures qu'un cerveau de ton âge doit dormir. Alors, c'est pourquoi que non, ça va être 7h30, l'heure de coucher, mais je comprends tes arguments. Je comprends pourquoi tu me les donnes. Puis bravo. Bravo, tu les as bien expliqués. Mais ça pourra pas se passer comme ça. Puis c'est d'y aller pas dans la frustration. C'est pas parce que notre enfant n'accepte pas notre idée qu'il est contre nous. Il a ses idées, puis ça, c'est correct. Mais il faut savoir accueillir et recadrer avec beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de négociations, de règles de temps qui peuvent être atténuées quand on explique le sens, qu'on accueille et qu'on voit pas l'opposition comme une confrontation. OK? Donc, ça peut être un espace de discussion où on va être appelé à recadrer.
Donc, toujours pour revenir aux stratégies. Euh, oui, effectivement, Julie, merci pour tes belles interventions. Donc, donner du sens aux consignes, prévoir plus de temps que nécessaire. Très important. Des buffers dans sa journée, des espaces tampons où on a de l'espace pour des imprévus. Tu sais, un enfant qu'on a fini d'habiller puis qui se prend une envie de pipi, là, si on est à la minute près, on est fâché qu'il ait envie de pipi. Puis là, on le chicane. Parce que voyons, je te l'ai demandé là avant, puis là, on se fâche plus qu'il faudrait. Tu sais, mince, OK, c'est décevant, on vient de finir de l'habiller, c'est fatigant, ça nous est tout arrivé comme parents. Mais des fois, les réactions sont démesurées parce qu'on manque de temps, puis on stresse. On stresse et nos réactions deviennent démesurées parce que on manque de temps pour gérer. Parce que là, on sait que là, le temps qu'on les habille, qu'il aille faire son pipi, qu'on le rhabille, là, on est en retard. Ça veut dire qu'on arrive juste à l'école, que nous, on va se prendre dans le trafic, que nous, on va être en retard à la job, que c'est à nous à prévoir les choses d'avance. Ce n'est pas à l'enfant à prévoir l'imprévu, c'est à l'adulte à le prévoir. Donc, c'est important de se laisser des périodes tampons, de les planifier à l'horaire, des périodes buffer dans la journée. Ça fait une différence incroyable. On a le temps de prendre le temps. On a le temps d'accueillir, on a le temps d'être là, de répondre à ces mille et une questions. Hein, des fois, c'est quand on est stressé que l'enfant part dans les pourquoi du comment appeler, il veut tout savoir de la vie, il est super curieux. On n'a pas le temps pour ces questions-là. Puis on dit, ah, non, arrête de parler, là. Vas-y, embraye, là. Mais il a le droit à cette curiosité-là, l'enfant. Mais si on est tout serré dans le temps, on n'a pas d'espace pour ça. Puis après, on les dépose à l'école, on arrive à la job super rapidement, puis quand on s'assoit pour on est prêt à commencer, la culpabilité nous remonte. Puis ça, c'est parce qu'on se dit, ah, j'aimerais donc ça que ça se passe autrement. La culpabilité, là, il faut pas le voir comme, tu sais, il faut se taper sa tête, là. La culpabilité, c'est une invitation à se responsabiliser. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour que ça se passe différemment? Qu'est-ce que moi je peux faire? Sur quoi je peux agir pour que mon enfant respecte mieux le temps? Puis juste de le voir comme ça, là. Pas pourquoi mon enfant, il écoute jamais les consignes de temps. Qu'est-ce que moi je peux faire pour que mon enfant collabore davantage? Qu'est-ce que moi je peux faire dans ma gestion d'horaire pour que la gestion de l'horaire familial se passe mieux? Puis c'est pas comme si toute la terre repose sur nos épaules, là. Il y a quelque chose qui appartient aux enfants aussi, à leur tempérament, à leur mode de fonctionnement, à leur particularité. Mais en reprenant nos responsabilités, en disant là, au lieu de voir qu'est-ce que je dois chicaner, encadrer, mettre des conséquences, qu'est-ce qui revient à moi de mettre en place pour que ça se passe au mieux chez moi? Donc là, on est dans des stratégies, des solutions plutôt que des problèmes. Puis juste de faire un twist comme ça à notre pensée, ça diminue beaucoup notre propre anxiété parce que ça nous redonne du contrôle, ça limite notre impuissance. Puis ça fait une grosse différence. Donc de voir qu'est-ce que moi concrètement, ici maintenant, je peux faire pour améliorer ma gestion du temps. Et pour autant, à chaque fois que je le demande dans mon bureau, on le sait. On le sait ce qu'on a à faire. Puis j'aime beaucoup une phrase de Jocko Willing, qui est un homme qui m'inspire beaucoup. C'est un grand homme en leadership et c'est un ancien Navy Seals. Là. C'est la vie militaire et tout. Puis il applique les stratégies militaires qu'il a utilisées dans ses missions en Afghanistan à la famille puis à l'entrepreneuriat. Puis je trouve ça d'une clarté, là. Donc, si vous avez un livre à lire, que je vous recommande, La responsabilité absolue. Très, très bon livre. Responsabilité absolue de Jocko Willink. Très bon livre. Et il dit, c'est simple, mais c'est pas facile. On le sait ce qu'on a à faire. C'est somme toute assez simple, mais c'est si dur à mettre en place. Donc, en lien avec ça, déposez-moi dans la zone de clavardage, en ce moment, ici, maintenant, là, une chose qui est simple, mais qui est pas facile. Que vous dites, moi, je sais que si je faisais plus ça, ça améliorerait déjà la gestion de la routine à la maison. Déposez une chose, sans trop réfléchir, là. Une chose qui est simple, mais qui est pas facile. Une chose que vous pouvez faire ici, maintenant, qui pourrait vous aider à ce que la gestion du temps et de la routine se passe mieux dans votre maison. Plein de messages qui rentrent. Se lever plus tôt. La constance. Maintenir les limites. Se lever plus tôt le matin. Chercher les enfants 1 heure plus tôt. Me lever plus tôt le matin pour donner plus de temps. Mettre une zone tampon. Faire l'effort de mieux m'organiser. Avoir de l'énergie. Avoir de l'énergie, j'aimerais rebondir sur qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire pour avoir plus d'énergie. Aucun ordinateur.
la maintenance, cohérence entre les deux parents. Donc, je vais vous poser aussi, Mélina, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour qu'il y ait plus de cohérence entre les deux parents ici maintenant? Pas ramasser pour distraire, maintenir la maison propre, se lever plus tôt. Donc, allez-y, vous pouvez aller dans des objectifs encore beaucoup plus simples. Tu sais, maintenir la maison propre, là, c'est toute qu'une tâche, là. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire pour que votre maison vous apparaisse plus propre, semble plus propre? Une tâche plus concrète. S'asseoir et prendre le temps avec chaque enfant. Diminuer les activités. Communication, écoute. Faire ranger les enfants davantage. Ah oui, les parents, on en fait ben trop pour nos enfants. Oh, qu'on en fait trop. Les enfants sont capables d'en faire. Puis on les chouchoute. Moi, je suis tout à fait pour la bienveillance. Je suis pour l'accompagnement, l'accueil des émotions. Mais on n'en demande pas assez à nos enfants. On n'en demande pas beaucoup à nos enfants. On fait beaucoup de choses pour eux. On les empêche de vivre des frustrations. Donc là, on fait pour eux. Puis à un moment donné, on vient déborder, fatigué, fâché. Puis là, on souhaite que nos enfants en fassent plus. Puis on se dit, motadine, ça se passe pas. Puis en partie, puis ça a été le cas dans ma maison, je dois souvent revenir sur ça où j'ai la responsabilité d'arrêter de tout faire en arrière de mes enfants. Donc des fois, je le fais parce que ça facilite, ça évite des crises, ça va plus vite, c'est plus à ma façon. Mais la conséquence de tout ça, c'est que les filles en font moins. Donc moi, je suis obligée d'en faire plus, ça me fatigue plus. À un moment donné, j'ai plus le temps de tout faire, je suis fâchée. C'est ma responsabilité de faire en sorte que mes enfants prennent part aux responsabilités de la maison. Donc, on a chacune des responsabilités. Puis tout ce que vous me dites là, j'ai envie de vous dire, faites-en un objectif. Comment concrètement je peux faire dans la prochaine semaine pour que ça se passe 10% plus que d'habitude? Pas 100%, là. Pour que ça arrive 10% plus que d'habitude. Puis là, on commence à activer et à avancer. Parce que l'important, c'est de se mettre dans l'action. Faut faire de quoi qui amène des changements. Tu sais, de nommer des défis, c'est une chose. Nommer des stratégies, c'est une chose. Mais il faut voir comment je le mets en place. Et quand j'entends beaucoup de cohérence, constance, avoir de l'énergie arrive pas comme ça. L'énergie, la motivation arrive pas comme ça. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent pour que la motivation s'installe. Puis souvent, on dit, oh, je vais attendre d'avoir la motivation de m'entraîner. Non. Entraîne-toi jusqu'à temps que la motivation vienne. Parce que c'est à force de faire les choses, d'être rigoureux, puis de voir un impact positif, que là, la motivation s'enclenche et que ça devient intrinsèque, la motivation. Au début, on le fait parce que c'est plus propre dans la maison, ça se passe mieux, puis même, on le fait parce que pour nous, c'est important. Ça nous donne plus d'énergie, on se sent mieux. Mais la motivation, ça part des actions simples et concrètes qu'on fait dans la discipline. La discipline envers soi-même, là. La discipline, c'est la liberté. La discipline, c'est ce qui fait en sorte que quand la motivation est plus là, ça continue à se passer. C'est la discipline qui fait ça. Donc, mais la discipline, c'est dur à mettre en place. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de continuer à mettre des choses en place? Il faut que ce qu'on met en place nous donne de l'énergie. C'est pour ça que je dis, mettez pas en place 150 solutions après ce soir pour dire, là, il faut que ça se passe différemment. Si vous mettez en place 150 solutions, ça va vous coûter tellement d'énergie de faire ça, parce que c'est pas habituel, qu'après 2 semaines, vous le tiendrez plus. Vous allez le faire, là, super dedans au début, là, plein de motivation, puis go, go, go. Puis à un moment donné, la fatigue va s'installer, vous allez tout relâcher ça, ces trucs-là. Puis c'est pour ça que des fois, on met plein de trucs en place, en 2-3 semaines, ça se passe, puis là, on arrête de le faire. On se dit, bon, ça recommence, ça va mal. Donc, des petites choses. Et ce que vous venez de nommer, qui est simple, mais pas facile, dites-vous, si c'est mon objectif de la semaine, comment je fais en sorte que ça arrive 10% plus? Je vais avoir plus de temps avec les enfants. Si je veux 10% de plus de temps avec les enfants cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça se peut qu'au retour de l'école, je bloque 15 minutes à l'horaire où je ne fais rien d'autre qu'être avec les enfants. Jouer. Je ferme mon cell, je ferme les télés, je lâche les tâches, je rentre pas dans les routines de devoirs, leçons, je m'amuse. J'arrête au parc une demi-heure, puis je dis, hey, est-ce qu'on arrête au parc, on joue, on a du fun, on rit, on crie, on se défoule. Donc, on se met ça à l'horaire. Mais il faut le mettre à notre horaire. Puis plus on va le faire, vous allez voir, ça va doucement s'installer. Puis là, ça va commencer à se passer. Mais ça part en partie de nous, la gestion de l'horaire et du temps avec nos enfants. OK?
Donc, c'est simple, mais c'est pas facile. Je reviens aux stratégies. Et après ça, je vous donne la parole pour qu'on puisse échanger concrètement. Parce que tout ça, vous avez plein de trucs là, dans les outils que je vous ai mis à imprimer. Puis vous avez même, quand je parlais d'un horaire quotidien, là, j'ai préparé et pour vous et pour vos enfants, je vais vous faire un partage d'écran. Effectivement, le site est plein. Je vois que ça tourne, OK, le site est revenu là. Donc, s'il y en a qui n'ont pas téléchargé leurs outils, je vais vous faire un partage d'écran. Je vais vous montrer les outils qui sont là pour vous aider. Il y en a pour vous et pour vos enfants. J'y vais dans le site web. Où mon site web est là? OK. Voilà les outils que j'ai préparés pour vous. La diapositive PowerPoint, un extrait entier de mon livre. Vous avez une trentaine de pages là d'inclus l'intro, la préface, puis mon chapitre préféré. Là, que je me dis, si tous les parents devaient lire un chapitre, c'est Petit voyage dans le cerveau qui explique le cerveau de l'enfant et de l'adolescent. Vous allez faire des liens avec l'adolescent. Mon livre, c'est 5-12 ans, mais ça va beaucoup plus large que ça quand même, là. Donc, vous avez deux outils. Un outil de planification quotidienne pour vous aider à structurer votre journée et vous aider à vous mettre à l'horaire. Qu'est-ce que je fais dans ma journée pour moi, pour me donner de l'énergie, pour me donner de la patience, pour me donner la capacité d'accueillir l'imprévu. Donc ça me prend des choses à moi dans ma journée. Puis on est bon, hein, les parents, pour pas prendre soin de nous, prendre soin des enfants en premier. S'il reste du temps, je prends soin du couple. Puis s'il reste du temps, comme genre jamais, je prends soin de moi. On fait partie de nos priorités à l'horaire tout le temps. Qu'est-ce que je fais pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai à faire pour la maison, le couple, la famille? Qu'est-ce que j'ai à faire pour mon travail? Et voilà ce qu'on veut faire pour notre journée. On le met sur papier. Ça prend 5 minutes le matin avec un café, là. On part notre journée puis on installe notre journée. Voilà ce que j'ai à faire. Je le dépose. Voilà ce que je veux faire de ma journée. Parce que des fois, on roule la journée comme tu sais, là, on l'a un peu là, d'en face tout le temps. Là. Ça va vite, ça va vite. Ah oui, j'ai ça à faire. Puis là, on dit à notre hamster qu'il faut qu'il roule à une vitesse de fou. Donc, on se lève en vitesse de fou, puis on se couche avec un cerveau qui roule encore. C'est très épuisant. Donc, un outil pour vous et un outil pour vos jeunes. Donc, ici, il y a 2 pages pour l'outil jeune. Pour les adolescents, ça peut grandement aider. Donc, un outil pour la journée et un outil pour la semaine. Donc, comment je suggère de l'utiliser avec les adolescents, même les enfants d'âge scolaire aussi. À partir de 4e année, là, ça peut, à mon avis, bien s'utiliser. On écrit ce qu'on a à faire pour la semaine. Qu'est-ce que les rendez-vous, si j'en ai, à ne pas manquer? Les tâches pour l'école. Est-ce que j'ai des projets à remettre? Est-ce que j'ai un examen? Est-ce que j'ai une dictée? On l'inscrit pour se préparer. Les tâches et responsabilités que j'ai à faire à la maison et quels sont mes objectifs pour la semaine? Quels sont mes souhaits? Qu'est-ce que je veux faire pour moi? Et à partir de ça veut dire qu'on a pris un temps avec notre enfant et même avec notre adolescent, le dimanche, pour installer ça. Qu'est-ce qu'on fait de notre semaine? Peut-être que même qu'on le fait tout le monde, là, on installe notre semaine. Puis là, après ça, tous les jours, on prend 2-3 minutes pour organiser notre journée. Voilà aujourd'hui ce que je vais faire en fonction de ma gestion de semaine. Et là, je vais répartir dans ma semaine ce que j'ai à faire. Ça l'aide à organiser, puis c'est sûr que ça va demander beaucoup d'accompagnement, là. Ça va demander de l'accompagnement pour l'enfant, pour l'adolescent aussi. Même l'adolescent va avoir besoin d'aide. Mais ça lui apprend à s'organiser, à planifier, à se projeter. Puis ça, c'est des acquis, là, qui leur donnent une fichue longueur d'avance. Quand un jeune arrive à dire, voilà ce que j'ai à faire, quelles sont mes priorités, c'est une autre façon de penser. Là, on est dans de la responsabilisation, dans du développement de l'autonomie. Puis après ça, nous, on est là pour aider, pour accompagner. Plus il est jeune, plus je vais faire de soutien, de spot check, de révision, je vais encourager, je vais féliciter tout le temps, peu importe l'âge. Bravo, je vois que c'est important pour toi. Je vois que tu fais l'effort d'aller voir ce que tu as à faire. Je vois que tu as choisi de faire une tâche alors que tu aurais voulu continuer à t'amuser. Puis là, tu fais ce que tu as à faire en premier. C'est super important. Donc, on valorise beaucoup, beaucoup à ce niveau-là. Donc, on peut utiliser ce genre d'outils-là. Et donner des délais, j'en ai parlé effectivement dans les outils. Et il y a des choses qui vont aider aussi à faire en sorte que les routines vont être plus efficaces à la maison. D'abord, un point qu'on oublie beaucoup quand on installe notre horaire de journée ou de semaine, là, c'est d'inclure du plaisir. On a tellement de choses à faire, tellement de responsabilités, puis de stress, qu'on laisse moins de place au plaisir. Le plaisir doit être une priorité dans votre maison.
Ça doit être une priorité dans votre vie. Ça veut pas dire qu'on laisse aller toutes les tâches, qu'on n'a rien à faire, puis qu'on mise juste sur le plaisir et le gros fun. Non. On doit se donner les moyens d'avoir du fun. On doit organiser une routine qui fait en sorte qu'on a du fun. Puis ça ne sert à rien de dire à un enfant, ben oui, mais quand tu vas être grand, là, tu feras pas toujours ce qui te plaît dans la vie, puis il va falloir que tu fasses des efforts. Ça veut rien dire, ça, pour l'enfant. Ça veut rien dire. Puis souvent, on dit ça, puis on l'incarne pas nous-mêmes. Puis on est frustré quand on fait certaines choses. Donc, c'est important d'expliquer aux enfants pourquoi on fait des choses, mais de laisser des espaces de plaisir parce que ces moments de plaisir-là, de temps de qualité avec votre enfant, ça lui donne l'occasion au cerveau d'être déposé, d'avoir le moins de stress que possible et d'être capable de faire des efforts, d'être exposé à de l'adversité, d'être exposé à des défis, de faire preuve de courage, mais ça demande des temps de qualité, du temps de plaisir, un adulte de proximité qui prend soin. Donc, ne négligeons pas de passer du temps de qualité avec son enfant, son adolescent, tous les jours. Ça, c'est une priorité qui est pas négociable. Vraiment, vraiment important. Équilibre. Effectivement, très beau mot, Karine. Équilibre. Très important. Ensuite, définir les priorités. Hein, qu'on dit tantôt, on fait l'horaire, là, on définit nos priorités. Ça veut dire que c'est à nous comme adultes de dire, ben non, tu n'auras pas ton temps de tablette avant d'avoir fait ce que tu as à faire. Parce que là, l'enfant dit, oui, oui, je vais le faire après, je vais le faire après. Ben oui, la dernière fois, tu m'as dit ça, que tu le feras après, puis tu le fais pas. Mais là, ça fait un mois qu'on y répète ça. Ça fait un mois qu'on lui dit, ben non, à chaque soir, c'est la même affaire. Tu me dis que tu vas le faire, puis tu le fais pas. Ben, c'est à nous de statuer comme adultes, puis de dire, c'est non. Le temps de tablette sera permis si les choses qui sont à faire sont faites. Et c'est ça, responsabiliser quelqu'un. C'est lui dire, il y a des choses qui doivent être faites, qui demandent par moment d'avoir un peu moins de plaisir. Mais c'est important de les faire et voilà pourquoi c'est important de les faire. Voilà pourquoi c'est important de se ramasser dans la maison. On vit tout le monde ensemble, on partage les aires communes ensemble. Donc, c'est important de se ramasser pour qu'on soit tout le monde bien dans notre maison. C'est important de faire ta révision. L'école, c'est important. Voilà pourquoi. Partagez pourquoi c'est important pour vous, l'école. Partagez en quoi c'est important de faire ce temps-là, de prendre ce temps-là pour réviser avec lui. Puis ça doit être fait avant d'utiliser le temps de tablette. Mais beaucoup d'enfants, actuellement, ont le droit, et parce qu'ils ont le droit à l'horaire d'électronique par jour, leur temps d'électronique par jour, ça passe par-dessus des priorités, puis après, on se chicane pour les priorités. Mais on organise la routine autour de ça. Plaisir et priorité. Donc, ça veut dire qu'on doit faire des deuils. Il y a des choses qu'on doit laisser tomber. Donc, ça se peut qu'il y ait des soirées qu'il n'y a pas de temps d'écran. Ça se peut qu'il y ait des soirées où il y a moins de telle activité. Ça se peut, ça. Mais on explique et on accueille. Parce que l'enfant va être déçu. Ça se peut. Mais on explique et on accueille. Dans les routines aussi, de pas oublier dans les petits pièges à éviter. Surtout avec les ados, mettons. Oh non, avec les jeunes aussi, hein, ça arrive. Où on demande aux jeunes de faire une tâche. Puis on dit là, t'as ça à faire, là. Puis là, il fait Ah! Puis là, il se lève, puis là, les deux bras qui pendouillent. Puis là, on est comme T'es-tu sérieux? C'est la seule affaire que je te demande. Puis là, tu chiales en y allant. Virer ça de bord, là. Merci d'y aller, même si ça te tente pas. Merci de faire l'effort de faire ça, même si ça te tente pas. Hey, vraiment, là, bravo de prendre du temps, puis là, tu te lèves, puis c'est un autre monde d'adresser ça comme ça. Ils viennent de sortir d'un plaisir pour aller faire quelque chose qu'ils ne tentent pas. Là, vous faites face à l'exposition de son «Ah, que c'est plate la vie!» Mais il le fait. Il le fait. Donc, souligner le «j'ai vu l'effort». Pas «j'ai vu le défi», j'ai vu l'effort que tu y mets pour y arriver. Puis sans faire trop de power autour de ça, là, parce que peut-être qu'il ne fera pas tout le temps, mais c'est de se dire ben merci Antoine d'y aller. Je sais que ça te tente pas, là, puis que tu trouves ça plat de faire ça, mais merci de le faire parce que c'est important pour notre famille que tout le monde se ramasse, puis qu'on nettoie les aires communes ensemble. Merci de prendre ce temps-là pour ta famille ou faire ça. C'est d'adresser d'une autre façon les consignes et les réactions des jeunes aussi. Donc, souligner les efforts qu'ils font. Renforcer les initiatives aussi. De voir, tu sais, des fois, on met en lumière les défis qu'il y a dans notre maison, mais miser beaucoup sur, je vais mettre un gros highlight en jaune, là, je vais le surligner, là. Je vais souligner ce que je veux, ce que je souhaite qui se répète.
plutôt que tout le temps souligner ce que je veux pas voir dans ma maison. Donc, je mets en gros highlight ce qui est comme, yes, c'est ça qu'on veut voir, bravo. Hey, t'as essayé ça, je vois que t'as essayé de le faire comme ça. Mais ça implique de faire des deuils aussi ils le feront pas toujours comme on veut qu'ils le fassent. Ils le feront pas toujours à notre façon, puis c'est correct. C'est correct qu'ils essaient de faire des choses à leur façon, puis c'est pas mauvais. Il faut laisser cet espace-là où l'enfant et l'adolescent ont deux grands besoins, hein. J'existe et je suis capable de le faire. J'existe, ça veut dire j'ai mes idées, mes opinions, je veux que tu les reconnaisses et je suis capable, je développe mon autonomie, je fais des choix, je fais des choses par moi-même, à ma façon. Et ces deux besoins-là, s'ils ne sont pas bien répondus ou pas répondus, vont s'exprimer par des symptômes de l'enfant qui s'oppose, qui argumente, qui confronte, qui négocie, qui refuse des tâches. On va dire, ben voyons, il s'obstine donc bien. Mais il faut qu'à tous les jours, l'enfant sente qu'il existe dans sa maison, qu'il est vu, entendu, reconnu pour qui il est et qu'il sente qu'il a de l'espace pour développer son autonomie et qu'on croit qu'il est capable de faire les choses, qu'on a confiance en sa capacité à faire des choses. Donc, ça implique de faire des choix, de proposer différentes stratégies. Il choisit la stratégie qui lui convient le mieux. Donc, de laisser des espaces d'échange, de parole où on entend, on écoute, on argumente avec lui, on discute. C'est super important. Alors, de renforcer l'initiative, c'est super important. Et évidemment, de donner l'exemple. Donner l'exemple par nous, la façon qu'on gère notre temps, par nous, la façon qu'on répond à nos priorités, qu'on met en place les priorités, qu'on est responsable dans ce qu'on fait dans notre vie, parce que l'enfant apprend et l'adolescent apprend par l'exemple, beaucoup, beaucoup. Donc, tout ça pour dire, puis vous avez encore plein d'exemples dans les documents que je vous ai remis, tout ça pour dire que la gestion du temps et de la routine, c'est beaucoup plus que se dire, c'est quoi les trucs pour que mon enfant, mon adolescent respecte le temps. Parce que respecter le temps, c'est faire des compromis, c'est cibler des priorités, c'est faire des deuils, c'est accueillir les émotions négatives qui remontent quand je suis pas en train de faire ce que j'aurais nécessairement envie de faire. C'est la gestion de l'anxiété, de vouloir éviter quelque chose qui nous cause problème ou qui est dur pour nous, puis qu'on cherche à aller avoir du plaisir dans d'autres choses. Donc, la gestion du temps, c'est tout ça. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage pour nos jeunes, pour enfants, adolescents. Ça demande beaucoup de patience et d'indulgence, mais rappelons-nous qu'ils ont tout à apprendre. Et plus on va être dans l'accompagnement, puis voir que la gestion du temps, c'est un apprentissage comme un autre. Comme ils ont appris à lancer leurs souliers, apprendre à gérer le temps, c'est des techniques, c'est des habiletés, c'est des compétences qu'ils doivent développer, mais qui se fait sur une longue période parce que le cerveau, il est long à se développer. Mais plus on va les accompagner dans la bienveillance, dans l'accompagnement avec un cadre clair, des limites établies et beaucoup de douceur et d'accompagnement, mieux les connexions neuronales vont se développer, mieux ils vont intégrer. Et ceci dit, ben c'est souvent pas vous qui allez voir dans votre maison les premières fleurs qui vont arriver de tout ce que vous avez semé. C'est d'autres parents qui vont vous dire, mon Dieu, qu'il est donc bien élevé cet enfant-là. Puis là, il aide, puis il fait ci, puis il fait ça. C'est l'enseignant qui va vous dire, il est super bien organisé, il fait ses choses. Puis là, vous dites comme, mais moi, je vois pas ça chez nous. Pourquoi c'est pas ça chez nous? Mais ça va tout le temps fleurir ailleurs en premier. C'est normal. OK? Donc, beaucoup d'indulgence envers vous-même, de se dire que la responsabilisation, ça part beaucoup de nous, en partie de nous, du parent, mais que c'est pas simple, enseigner la gestion du temps avec les jeunes. Donc, sur tout ça, je vois beaucoup, beaucoup de commentaires. J'y vais de ce pas. OK? J'y vais de ce pas. Je vous invite à aller voir, pendant que je vais me prendre une petite minute ou deux, là, je vais aller lire tout ça. Je vous repartage mon écran. Ici, et voilà. Je suis là ici. Ça, je vous donne des liens pour me rejoindre parce que j'ai créé plein d'outils pour aider à gérer le temps. Vous en avez sur mon site web, des articles que j'ai écrits pour faciliter la gestion du temps, favoriser la collaboration, aider la gestion du stress. J'ai plein d'articles qui sont là. Sur ma page Facebook, qui est Caroline Coiré Intervenante, vous avez plein de webinaires, de capsules vidéo qui sont là aussi pour aider encore là la gestion du temps, des émotions, du stress de l'enfant, de l'ado. Donc, j'ai des formations en ligne aussi. Si vous voulez aller plus loin dans certains sujets,
Donc, vous pouvez me retrouver là. Alors, je vous laisse ça ici si vous avez envie de me rejoindre. Je m'en vais dans la zone de chat. Je vais aller lire ça. Oups, excusez-moi. Oups, hip là, et j'ai fait chling, 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 chling. J'ai fait disparaître ça. Donc, OK, je m'en vais dans la zone de clavardage. OK, là, je vais vraiment cibler les questions qui ont rapport avec la gestion du temps, OK? Même si plein de choses sont connectées, là, mais parce qu'on est dans une conférence sur la gestion du temps, je vais cibler celles qui vont nous aider à organiser le temps à la maison. OK? Puis ceci dit, là, je prévois, parce que là, je vois des super belles questions, mais sur plein de sujets. Je vais prévoir, puis là, je vais le mettre tout de suite là, un question-réponse sur ma page Facebook où je vais juste me connecter pour répondre à toutes sortes de questions parce que j'en reçois tous les jours. Puis je veux prendre le temps d'y répondre. C'est super intéressant. Donc, restez à l'affût sur ma page Facebook. Il va bientôt y avoir une question-réponse gratuite. Là, vous vous connectez avec moi, vous me posez votre question, vous me l'envoyez par courriel. Moi, je me branche et j'y réponds. Donc, de ce pas, j'y vais avec des questions. OK. Comment organiser un ado de 15 ans TDAH avec trouble d'opposition? OK. OK. J'aurais envie de dire que, indépendamment qu'il ait un TDAH ou pas, organiser un ado de 15 ans, c'est déjà une tâche en soi. OK? Il est guidé par son plaisir. Puis ce qu'il cherche à faire, c'est éviter le déplaisir. Donc, il va aller nécessairement vers ce qu'il a envie de faire. Puis ça se peut que tout ce que vous lui demandez de faire, c'est ce qu'il n'a pas, lui, envie de faire. La particularité du TDAH et du trouble d'opposition, c'est qu'il peut y avoir plus d'impulsivité, plus de défis que la gestion des émotions, dont les émotions négatives. Donc, lorsque vous demandez quelque chose qui génère une émotion négative, il y a des comportements qui remontent à la surface qui sont pas le fun et qui nuisent à toute la gestion de la routine. Donc, dans tout ce qui est organisation, mais ça colle à tout le monde. Quand on demande quelque chose à un jeune, on le demande d'avance. On décortique ce qui est demandé. Mettons, fais ta chambre, va devenir, là, on est lundi, d'ici vendredi, je m'attends à ce que ta chambre soit faite, ce qui veut dire, je veux que tu vides ta poubelle, que tu places ton linge sale dans le bac de linge, que tu m'apportes ça dans la salle de lavage, que tu replaces ton linge dans tes tiroirs, puis je sais pas qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse dans sa chambre, là, qu'il ramène sa vaisselle sale, là. Mais là, on souhaite ça, pas une semaine, là, ça va pourrir, ça va puer, là. Donc là, mettons que c'est son ménage, qui change ses draps. Donc, il vous enlève ça, les draps, là, vous y mettez ces nouveaux draps-là, qui vous mettent ça dans la salle de lavage d'ici vendredi, et on y met ça sur une feuille. On peut pas juste y garrocher plein de consignes de même. On met ça sur une feuille avec vendredi maximum. Puis si vendredi maximum c'est pas fait, ben vendredi, avant d'aller avec ses chums, hein, parce que c'est un ado de 15 ans, il va vouloir aller voir ses amis, ben avant d'aller, on va le faire. Il pourra pas sortir tant que ce sera pas fait. D'ici là, il y a ce temps-là, avec des tâches précises à faire qui sont inscrites. Au départ, évidemment, demandez. Moi, j'aime bien demander aux jeunes, veux-tu avoir des rappels? Veux-tu que tes parents te le rappellent? Parce que là, moi, je vois des jeunes qui sont comme, mais, il me dit que j'ai ça à faire vendredi, il arrive vendredi, c'est pas fait, il se fâche, pète une coche à ses parents, puis ses parents sont comme, ben là, j'y répète, il se fâche, j'y répète pas, il dit, je savais pas, j'avais oublié. On va gérer les attentes d'avance. Voilà ce que tu as à faire. Veux-tu que je te fasse des rappels? Si oui, quand? Comment je te fais des rappels? Est-ce que tu veux juste que je te dise, oublie pas ta feuille de tâche, oublie pas ta chambre, on est jeudi, rappelle-toi, il te reste une journée. À quoi ça ressemble un rappel? Moi, il y a des jeunes qui me disent, ça me gosse me faire dire quoi faire. J'aime mieux qu'ils décollent le post-it que je me suis collé là puis qu'ils me le collent sur mon bureau dans ma chambre, là. Ça, c'est comme un rappel, mais il me le dit pas parce que quand il me le dit, ça m'envahit. Les adolescents sont beaucoup envahis par les demandes. Ils se sentent agressés par nos demandes. C'est comme, ils veulent tout repousser là. Demandez-moi rien, regardez-moi pas, je veux faire ce que je veux. Mais non, ça se passe pas comme ça. Mais donc, il y a des façons. Donc, des jeunes qui me disent, même, prends le post-it, viens me le coller sur mon bureau, puis c'est tout. Dis-moi rien. Tu me l'as collé sur mon bureau, c'est sûr, je le vois le soir parce que je m'assois là tous les soirs pour faire mes devoirs. Je l'ai vu. Mais là, par contre, on peut annoncer à l'avance. Qu'est-ce qui arrive si vendredi,
Là, je vais te mettre le rappel. Je veux pas t'énerver, c'est pas ça le but. Moi, je veux t'aider. Mais je m'attends à ce que vendredi, ça soit fait. Voilà pourquoi dans la maison, ça doit être fait. Mais là, moi, je veux t'aider à te faire des rappels. Je veux pas te gosser, mais je veux que ce soit fait. Et là, si vendredi, c'est pas fait, comment ça se passe? Mais là, je sais pas, ça va être fait. Mais mettons que c'est pas fait, que tu as eu tellement d'affaires à faire cette semaine, t'as pas vu le temps passer. Mais là, je t'avertis. Tu pourras pas sortir avec tes amis tant que ce sera pas fait. Fait que comment ça va se passer? Est-ce que tu arrives à la maison, je te donne le post-it, je te dis voilà ce qu'il y a à faire, puis viens me le dire quand c'est fait avant que tu sortes? Comment tu veux que ça se passe? On le gère à l'avance. Quand il est calme. Pas d'un moment de crise, pas d'un moment où on est dans je t'ai curé de te répéter les consignes, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse pour arrêter de répéter? Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Ça marche pas. Là, ça rentre ici, ça sort ici. OK? Donc, dans un moment où on est plus calme, on s'assoit avec le jeune, on en discute. Donc, c'est ce que j'aurais tendance à dire. Mais ça, c'est enfant, adolescent. On annonce, on discute, on statue les choses à l'avance. Ça peut grandement aider. Mais ça se peut qu'il y ait encore des comportements, évidemment, que ça ne tente pas, qui argumentent, qui négocient. Là, en plus, il y a des particularités ici. Là, on se rappelle TDAH, trouble d'opposition. Mais pour moi, c'est pas ces diagnostics-là qui font en sorte que c'est difficile. Des fois, c'est le niveau de stress qui augmente, fait exacerber tous les symptômes qui sont reliés à ces diagnostics-là. Alors voilà, j'espère que ça répond à cette question-là qui m'a été adressée. Je poursuis avec une autre question. Je vais en prendre deux, trois dans la zone de clavardage, puis après ça, je vais y aller avec avec les mains levées. Ceux qui ont levé la main sont ceux qui ont envie de venir à l'écran avec moi pour me poser leurs questions. Pour poser la question, on va essayer de faire ça efficace pour tout le monde. C'est sûr que c'est pas une consultation à l'écran. Il y a des choses que je connais pas de vous, puis on peut pas prendre 15 minutes pour tout décortiquer, là. Donc, allez-y mettons, en au max une minute, me décortiquer votre situation, me poser votre question. Moi, j'essaie de répondre ça en sur une à deux minutes, là, être le plus précise que possible. OK? Donc, si vous avez la main levée, c'est que je vais pouvoir vous demander de venir à l'écran avec moi. OK. Je vous rappelle, je vais répondre aux questions qui sont en lien avec la gestion du temps. Là, je vois des questions super intéressantes, mais qui sont pas en lien avec la gestion du temps. Donc, je peux pas les choisir pour ce soir. Donc, OK. On va ici. On attend l'écran, OK. OK. On revient du travail, école à 17 heures. On soupe à 18 heures. On veut coucher les enfants à 20 heures et l'écran doit être fermé une heure avant le dodo. Même pas le temps pour des loisirs et si les devoirs ne se passent pas bien, la routine du dodo est perturbée. C'est pas une question en soi, mais je comprends l'idée de Colin, donnez-nous un truc là pour que ça se passe parce que effectivement, il n'y a pas de magie qui va se passer là-dedans. Il y a pas, il y en a pas. Hein, là, il y en a pas. J'ai pas de truc magique pour ça là. J'ai envie de vous demander, est-ce que je lance des questions de réflexion comme ça? Est-ce que des devoirs, leçons tous les soirs, c'est nécessaire? Je ne crois pas. Je crois pas. Je pense qu'il y a des moments qui sont peut-être plus efficaces pour faire les devoirs. Mettons, stratégiquement, c'est les gens reçoivent les devoirs le vendredi, une période la fin de semaine, puis deux, trois soirs semaine des révisions leçons. Si vous dites, ouais, mais c'est parce que mon enfant a des défis à l'école, OK? Là, il faut qu'on le fasse. Parlez avec l'enseignant. Parce que plus souvent qu'autrement, les parents qui me disent, on le fait parce qu'on est obligé, parce que notre enfant a des défis scolaires, quand on en parle avec l'enseignant, parce que je dis, là, ça se peut pas, là. Là, l'harmonie familiale est pas là à cause des motadines de devoir leçon, qui, pour plein de raisons, c'est super bon, là. Mais c'est comme ça se passe pas, là. À tous les soirs, c'est des crises à la maison, puis ça nuit au lien par-enfant. Et quand on en parle avec les enseignants, ils vont dire, voilà, je vais t'orienter, voilà, fais faire ça, ça, ça va être vraiment suffisant. C'est des alliés. Il faut que vous demandez de l'aide au personnel scolaire. De se dire que il y a des choses sur lesquelles on va nécessairement devoir lâcher prise. Genre notre ménage sera peut-être pas sa coche. Ça se peut ça. Euh, les écrans doivent être fermés une heure avant le dodo. Ça se peut qu'il y ait des soirs qu'il n'y en ait pas du tout d'écran. Ça nous donnera le temps d'être avec l'enfant. Mais c'est des deuils. Il y a des choses qu'il va falloir accepter de faire différemment. Puis c'est pas facile. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est clair. Sophie Pellerin, qui attend la main levée pour passer à l'écran avec moi. Je t'envoie une demande pour te joindre à moi.
Je t'accueille avec moi, Sophie. Je t'attends. Donc, l'invitation est envoyée. Tu dois faire accepter pour venir me rejoindre. Est-ce que tu veux me dire, Sophie, dans la zone de clavardage, si tu vois la demande que je t'ai envoyée? Donc, la personne qui posait la question, je présume, qui est sur justement les devoirs, leçons, l'organisation de la routine, a dit exactement beaucoup de crises. Merci pour les conseils. Je vais concentrer les devoirs les fins de semaine et l'écran aussi un soir sur deux. Pas de problème, Sophie. Donc, Martine Charret, je fais un passage à l'écran, juste accepter la demande. Maintenant, il faut ouvrir votre caméra et votre micro, vous allez être avec moi. Bonsoir. Allô, Martine? En fait, ma question, c'était surtout avec la gestion du temps et des écrans. OK. Le problème que j'entends et qui revient souvent, c'est quand je demande, par exemple, la fin du temps d'écran, ce que j'entends, c'est je veux juste finir ma game, puis là, les games s'éternisent. On dirait que j'arrive pas à prendre le contrôle sur ça. Est-ce que Hmm. je coupe en plein milieu de la game, je laisse finir la game? J'ai de la Ouais. difficulté à gérer ça. Effectivement, puis c'est tellement quelque chose qui revient là, la gestion des écrans là, c'est pas simple. Effectivement que quand il joue, peu importe l'écran de loisir qu'il a, là, on est dans les jeux vidéo, je vais juste me tasser comme ça pour bien te regarder, pas avoir l'air de regarder ailleurs que toi. OK. Donc, quand on est dans tout ce qui est jeux vidéo, c'est super stimulant. Donc, ça lui donne beaucoup, beaucoup de dopamine. Donc Oui. là, il a le goût, il est dedans. En plus, il est dans sa game. Puis quand il arrête sa game, la game continue quand il est pas là, là. Ouais, puis il meurt. C'est ça. Puis, tu sais, ça se peut qu'il finisse, qu'il ferme, puis là, quelqu'un arrive, puis là, il détruise le monde qu'il a bâti. Ouais. C'est super anxiogène. Mhm. Puis, tu sais, il n'y a pas de solution magique ou d'en parler avec lui sur comment on va s'organiser à l'avance parce que j'ai pas envie de t'emmerder avec le fait de briser ta game. C'est pas ça mon but. Mais au bout d'une heure, là, c'est terminé. Puis, on peut pas l'étirer tout le temps 10, 15, 20 minutes. Sinon, on va se dire 45 minutes, Oui. puis je serai flexible jusqu'à une heure. Mais pas une heure flexible jusqu'à une et demie, ça c'est non. Donc, ça se peut que je vais diminuer le temps de permission pour se laisser un buffer, ou ça se peut que je vais lui mettre un timer pour lui rappeler, là, regarde, t'as 15 minutes qui te restent. Pars-toi le timer, ça veut dire que dans 15 minutes, je m'attends à ce que tu l'aies fermé. Je vais venir t'avertir une fois, je vais venir t'avertir deux fois, puis la troisième fois, je vais te déconnecter. Oui. Ça sera pas le fun quand ça va arriver. Non, Ça sera pas le fun. Puis c'est là où c'est quand même pas la stratégie que je priorise ou c'est de se dire on va se donner les moyens pour pas que j'ai à te faire ça. Parce que c'est tellement désagréable pour leur cerveau, là. C'est une décompensation, là. Là, ils font des crises, mais j'en vois toutes sortes, là. Des enfants qui cassent tout, qui crient, qui frappent, qui sont désorganisés. Mais concrètement, là, le cortex préfrontal de l'enfant et de l'adolescent, quand il vit plein d'émotions et qu'il est stressé, il se déconnecte. Fait que combien même tu as déjà dit, combien même il sait qu'il faut pas qu'il te frappe, combien même il sait qu'il va perdre son temps pour la semaine, ça veut plus rien dire. C'est le Lui, il moment est dans présent. l'essai maintenant. Ouais. Donc, c'est de se dire, à l'avance, je prendrai le temps de m'asseoir avec puis de dire, c'est pas le fun pour toi, je l'entends. J'ai pas envie de briser tes games. Je sais que c'est important pour toi, mais voilà pour quelle raison ça peut pas être plus long que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quels moyens on se donne? OK. Si tu vas sur mon site web Oui. ou même sur ma page Facebook, c'est disponible. J'ai fait une affiche pour les jeunes. Je pense que je l'ai pas trop loin, qui est 12 stratégies pour gérer mes écrans de loisirs. Je l'ai quelque part pas trop loin. En tout cas, je l'ai sur ma page Facebook, puis je l'ai sur mon site web. OK. Je vous l'enverrai par courriel parce que ça a l'air être ça revient chez beaucoup. Je cherche mon outil, habituellement, je l'ai à côté de moi, puis là, je le trouve pas. Es-tu là-dedans? Non, OK, en tout cas, je vais le trouver puis je vais vous l'envoyer. C'est pour dire, ben voilà des stratégies que tu peux te donner, toi, pour t'aider à gérer tes écrans de loisirs. L'outil est fait pour les jeunes. Donc, on en discute, on ouvre la discussion. Puis, tu sais, ça peut même être aussi simple que, ben, est-ce que tu travailles, toi? Oui. Mets ça sur le dos de la job.
Il y a une fille à la job qui me contait que elle a bien de la misère avec ça. T'en Oui. penses quoi? Parce qu'elle me contait ça, puis je me disais, Caroline, c'est la même affaire chez nous. Puis je savais pas quoi dire, tu sais. Qu'est-ce que vous auriez besoin, vous autres, les jeunes, pour qu'on vous aide, sans vous emmerder, mais pour respecter le temps? C'est bien moins confrontant. Je parle pas de toi qui est inadéquat pour respecter la règle. Je parle de j'ai besoin de tes compétences pour m'aider à trouver une solution parce que même moi, j'y arrive pas. Fait que c'est moins Effectivement. confrontant. OK. Fait que voilà, j'espère que ça répond un Merci petit peu en beaucoup. partie à ta question. Oui, Merci beaucoup d'avoir été là ce soir et d'avoir osé prendre la parole avec moi. ça fait plaisir. Bien fun. Bonne fin de soirée. Je te renvoie en participante. Et, et voilà, renvoyer en participante. Donc, juste le temps. OK, super. Donc là, on déborde un petit peu. Judy, est-ce que tu peux nous dire si c'est correct qu'on déborde encore un petit 5-10 minutes pour répondre aux questions? Ou est-ce qu'on avait un temps parce qu'on s'était engagé à faire la formation? Ah, oui, OK, super, merci. Donc, parce que là, vous avez beaucoup de questions, elles sont super intéressantes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de prendre la parole pour venir poser sa question? Vous pouvez faire le signe de main levée. Dans le bas de l'écran, vous avez le petit signe raise hand ou le more. Je vais replacer ma caméra ici. Oups. Excusez, pas vous donner mal au cœur en vous déplaçant comme ça. Donc, si vous avez une question, vous avez envie de la poser à l'écran, levez la main, sinon je retourne dans le fil de clavardage. Je vais remonter dans les questions qui m'avaient été posées plus haut. OK, je descends un petit peu. OK. Est-ce que les time timers sont inefficaces avant l'âge de 10 ans? Non. Non, parce que le time timer en soi, c'est pas comme 10 minutes. Ça, c'est une notion qui est abstraite. 10 minutes. Mais quand je vois le temps qui me reste, qui coule comme ça, là, j'arrive à me représenter dans le temps que ça arrive bientôt à la fin. Donc, ça m'aide à m'orienter dans le temps. Donc, non, ça peut être très utile. Des time timers, des cocotiers, tu sais, là, les trucs, les tomates là, dans la cuisine qu'on tourne puis qu'on voit le temps, puis le moment, ça sonne. Donc, tout ce qui est visuel, qui peut aider un sablier. Plus le sablier est gros, plus l'enfant sait que c'est plus de temps, sans nécessairement savoir c'est exactement combien de temps. Il sait qu'un petit sablier, c'est à peu près 5 minutes, un grand sablier, c'est 15 minutes. Donc, ce sont des outils qui vont favoriser la compréhension du temps. Donc, mais l'idée, je le rappelle, comme j'ai dit tantôt, c'est que ce soit pas un outil qui va générer de l'anxiété. Ce n'est pas bon pour tous les enfants. Il y en a qui réagissent très, très bien, puis il y en a qui ça fait pas, ça augmente l'anxiété. Ben, c'est juste pas pour eux. Puis il y aura d'autres trucs avec eux. Alors, je continue dans les questions. Est-ce que cette accélération de la vitesse de la vie qui fait que les jeunes adultes sont beaucoup plus anxieux qu'avant? C'est tellement une belle question. Si on pourrait répondre très longtemps, là. C'est pas juste les jeunes qui sont plus stressés. Juste pour dire, en 2019, l'Association des médecins psychiatres du Québec a affirmé que 37% des jeunes enfants adolescents du Québec, 37% sont dans la catégorie de détresse élevée au niveau de la santé psychologique. Un jeune sur 3 accuse une détresse élevée, ce qui veut dire une détresse qui interfère avec son fonctionnement, qui va affecter au moins une sphère de sa vie, qui va affecter l'école, la maison, les loisirs, la vie sociale. 37% des gens. En 6 ans, de 2013 à 2019, on n'est même pas dans la pandémie, là. De 2013 à 2019, on a diagnostiqué le double de troubles d'anxiété généralisés chez les gens. Ça l'a doublé. Les adultes prennent plus de médicaments pour l'humeur que jamais. Les jeunes aussi. Il y a quelque chose qui se passe qui concerne pas juste les jeunes où notre vie va trop vite. Si vous aimez lire, Brett Weinstein, qui est je veux pas déformer son titre, là, il rapporte la science, la théorie de la science évolutive, donc il s'intéresse à l'évolution de l'humain dans le temps. Brett Weinstein, puis super intéressant parce qu'il explique que notre cerveau prend du temps là, à s'adapter dans le contexte où on évolue, là. Puis les dernières années évoluent tellement vite que le cerveau il est pas capable de s'adapter à mesure.
ce qui fait qu'on est désorganisé. Notre cerveau n'est pas fait pour ce qu'on lui demande de faire en ce moment. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire différemment? Moi, je choisis d'essayer de faire des choses différemment dans ma vie pour ralentir parce que ça marche pas. Je vis trop d'anxiété. Mes enfants, je veux pas qu'ils écopent de ça. Je veux pas que mes enfants se développent avec beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Mais ça demande de faire des choix ultra conscients. Puis c'est dur à faire, ces choix-là. De dire qu'on ralentit, comment on refixe nos priorités, qu'est-ce qu'on choisit de faire de notre quotidien, quelle importance on accorde à l'hygiène de vie. Là, c'est comme si je me suis fait dire que j'étais grano parce que j'accorde de l'importance à mon hygiène de vie. Je veux dire, grano? Mais d'abord, je sais pas c'est quoi trop être grano, mais c'était très péjoratif. C'est comme, oh, toi, c'est bien, t'es grano. On me dit ça quand j'ai dit c'est important de bouger puis de regarder ce qu'on mange. Puis là, je veux pas dire d'être piqué puis d'être fou avec ce qu'on mange, là. Juste dire, ben, quand même, c'est l'énergie que je donne à mon corps. Puis bouger, ça m'aide à évacuer mon stress, à évacuer mon énergie aussi. Ça me donne de l'énergie. Moi, l'activité physique, c'est non négociable. C'est nécessaire à la gestion de mon anxiété. C'est nécessaire. Je le saute, là, je le sais. S'il faut que je sois une semaine sans le faire, mon anxiété monte de même. Mais ça, c'est des choix qu'il faut faire consciemment tous les jours pour ralentir. Mais la vie, pas de nos jeunes, roule trop vite. La vie en général, enfants, ados, adultes, roule trop vite. Et puis, on en paye le prix. On est anxieux plus que jamais, beaucoup plus de dépression. Des gens qui cherchent un sens à leur vie, qui sentent qu'ils ont un vide. Des jeunes qui nomment ça, jamais être bien, jamais être à la bonne place au bon moment. Ça, faut se questionner, puis c'est là où je dis, on pourrait en parler tellement longtemps, où la vie roule trop vite. Faut faire des choix. Puis c'est déchirant parce qu'on veut tout faire, puis tout est le fun, mais il faut faire des choix. Je cherche l'outil de gestion d'écran sur le site de Pas à Pas sans trouver. OK. Je vais vous le trouver. OK. Je vais vous le trouver puis je vais vous l'envoyer juste avant de quitter ici. Je ne sais pas. Où est mon lien? Je vais trouver le lien qui va vous le donner. OK. Alors, merci pour la belle question sur le temps en général parce que c'est vraiment important de se questionner sur ça. Alors, évidemment, il y a des gens qui doivent quitter. Moi, je vais rester encore un bon 5 minutes. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous donne des stratégies qui vont vous pister. Hein, rappelez-vous, une chose simple et pas facile que vous avez envie peut-être de mettre en place, votre objectif de la semaine. Donc, j'espère que c'était aidant pour vous. Merci à vous. Brett Weinstein, je vais chercher son nom, je vais le googler avant parce que je veux pas mal l'écrire. Brett Weinstein, je l'ai ici. OK. Je vous le copie-colle. J'avais peur de mal écrire son nom de famille. Ah, un biologiste et théoricien de l'évolution. Tellement intéressant. Brett Weinstein. Merci Annie pour le beau commentaire. Merci à tout le monde. OK, je remonte, je vois une autre question. OK, j'avais une question, juste la remonter. OK. Bonjour Caroline. Bonjour Maryse. Que penses-tu des tableaux de motivation, par exemple, pour aider son enfant dans sa routine du matin? Brosser les dents, laver son visage, s'habiller. C'est génial, les tableaux de motivation. Moi, j'aime beaucoup ça. Tu sais, l'idée, c'est que l'enfant sache ce qu'il a à faire, puis qu'il soit rapidement récompensé. Par récompensé, je veux pas dire un cadeau qui sort d'une boîte. Ça peut être facilement une feuille là où il y a les tâches avec une épingle à linge sur le côté, puis à mesure qu'il fait sa tâche, il déplace l'épingle à linge. Ce qui est important, c'est que ce soit lui qui déplace l'épingle à linge ou qui prenne son collant ou son aimant, peu importe, pour que lui fasse check, c'est fait. J'ai réussi, j'ai accompli, j'ai complété. Ça donne de la dopamine au cerveau. C'est comme, OK, continue, là. T'es dans la bonne track, ça y va, là. Et que, à mesure qu'il avance, toum, ben, quand il arrive au bout, il y a un petit quelque chose de wow qui arrive là. Plus l'enfant est jeune, plus la récompense doit être rapide. Par exemple,
Si tu as tout complété ça ce matin, 5 minutes qu'on fait des courses devant la maison avant de partir pour l'école. Ça veut dire qu'on prévoit d'avance dans le temps qu'on a du temps buffer. Puis si on l'utilise pas, ben tant mieux, on a juste plus de temps. Donc, petit temps de qualité de 5 minutes ou une petite surprise spéciale, le fun, je ne sais trop, on a découpé des fruits en spécial, peu importe, OK? Un petit quelque chose de le fun, il a le droit de jouer avec sa pâte à modeler, il a le droit, je sais pas, un petit privilège, le fun, quelque chose qui, lui, le stimule, que ça lui donne envie de le faire. Puis on peut dire que la routine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, là, il fait, ting, 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 ting. Si 3 jours sur 5, tu as complété ta routine du matin avant 8 heures, mais là, il faut qu'ils comprennent c'est quoi 8 heures, là. Soirée cinéma le vendredi soir. Un autre petit privilège qui est plus gros. Donc, c'est de dire, j'ai quelque chose d'immédiat qui récompense, qui souligne que yes, ça y est arrivé. Puis j'accumule aussi des privilèges qui fait en sorte que plus ça se passe, plus il y a des choses de fun qui arrivent. Écoute, ça se passe si bien, la routine du matin, que ça nous donne plus de temps de qualité ensemble. Ça se passe si bien, la routine du matin, que ça te donne plus de temps à toi pour jouer avant d'aller à l'école. Donc, c'est ça l'idée. Donc, mais les systèmes de motivation, c'est important, c'est pas un système de conséquences. Donc, si ça se passe pas, ça se passe pas. Il n'y a pas de récompense, mais il n'y a pas de conséquences. On ne retire pas un privilège qu'il a gagné. Donc, mettons qu'il a accumulé lundi, il l'a eu, mardi, il l'a eu, mercredi, il l'a pas, j'enlève pas le mardi, là. Il l'avait eu le mardi, c'est une paye, il l'a eu, il l'a eu. Donc, un système de motivation souligne les bons coups, ça renforce, ça stimule un comportement. Mais il faut savoir que les systèmes de motivation, généralement, ça dure 3 à 5 semaines. Ça veut dire que pendant 3 à 5 semaines, il va triper sur le collier des étoiles. Après 5 semaines, ben, il va peut-être falloir faire une patinoire de hockey, puis son bonhomme y avance à mesure qu'il fait des tâches. On comprend l'idée, là, il faut que le système change pour continuer à stimuler. Sinon, il s'habitue au système, puis là, il embarque moins. Donc, voilà ce qu'il y en est pour les systèmes de motivation. Pour le système de motivation, plutôt le mettre et le matin et le soir. C'est 2 systèmes pour moi, ça. C'est 2 systèmes et je vous invite à faire un et après l'autre, pas les deux en même temps. Ça fait beaucoup d'objectifs à la fois. Puis quand il y a trop d'objectifs, on s'y perd, puis l'enfant, il sait plus où mettre l'effort. Donc, je vous suggère davantage un à la fois. Puis si je me rappelle bien, c'est un jeune, là, c'est un tout petit. Donc, j'irai pour une chose à la fois. Plus l'objectif va être précis, mieux ça va être aussi. Donc, on évite les objectifs comme fais un beau matin. C'est voilà les tâches qui sont à faire. L'enfant doit savoir exactement quoi faire pour que ça se passe. On n'a jamais d'objectif comme sois gentil. D'abord parce qu'on veut pas envoyer le message que s'il fait pas ça, il est méchant, parce que c'est pas ça. Donc, on est précis dans ce qu'on demande. Puis l'enfant doit savoir exactement quand je sais que je vois ça ou on me dit ça, je sais exactement ce qui est à faire. Donc, voilà. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ça, les systèmes de récompense, conséquences, j'ai fait sur ma plateforme de formation en ligne, là, je vais vous remettre le partage d'écran sur les liens où me rejoindre. Sur ma plateforme Teachable, qui est pasapa.teachable.com, j'ai une formation d'1 heure et demie sur l'application des récompenses conséquences, comment mener des tableaux de motivation, comment définir des objectifs, comment structurer les conséquences pour que ça soit en lien direct avec le comportement, que ça fasse du sens. Donc, voilà. J'espère que ça répond à cette question-là. Oui, si vous avez des questions en privé à m'envoyer, info@commercialpasapa.ca. Évidemment, oui, vous pouvez m'envoyer une question à cet endroit-là. Alors oui, Shayna qui posait la question pour les systèmes de motivation enfants de 5 ans, donc un à la fois. Puis, un objectif à s'installer, ça prend 3 semaines. Apporter un changement sur un comportement, on se laisse 3 semaines. Donc, ça prend du temps. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de répétitions, beaucoup d'encouragement et beaucoup plus d'encouragement que de réprimande, évidemment. Donc, ça prend un bon 3 semaines. Donc, on y va, on se laisse du temps. Alors, je vais aller sélectionner une dernière question. Je vais prendre Chantal. Merci, tu es intéressante à écouter. Merci Chantal. Tu me permets de réfléchir sur plein de sujets. Je suis éducatrice en petite enfance et je peux adapter tes idées à mon travail. Merci beaucoup. Je croyais que c'était une question, mais merci pour le beau commentaire.
C'est très apprécié. Je suis surtout très contente de savoir que ça vous aide personnellement et professionnellement. Euh, donc, effectivement, les outils, je vais vous l'envoyer par courriel à tout le monde. Puis, je vais faire ajouter l'outil 12 stratégies pour gérer les écrans dans avec la rediffusion et tout ça, là. Laissez-moi un 24-48 heures à ce qu'on télécharge la vidéo de ce soir, qu'on vous l'envoie par courriel. On va le jumeler. Chantal qui dit, c'est exactement ce que ma fille a préparé hier, une checklist. Super. C'est motivant à faire check, 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 c'est fait. Bonne soirée, mon garçon de 8 ans a écouté aussi une partie. Ah, c'est bien le fun. Merci Mélanie d'avoir été à l'écoute. OK, Catherine, on va finir avec cette question-là. Comment désamorcer une situation de crise dans la routine? Ben, je pense qu'indépendamment de la routine, désamorcer une crise, c'est d'accueillir, d'être là. Mon Dieu, que ça demande de la patience, puis de la douceur envers soi-même. Accueillir une crise, c'est pas facile. Ça fait gérer beaucoup d'émotions aux parents, ce qui est normal. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est que quand l'enfant est en crise, enfant, adolescent, comme je disais tantôt pour la question sur les écrans, le lobe préfrontal se déconnecte. Chimiquement, physiquement, le lobe préfrontal se déconnecte, ce qui fait en sorte que l'enfant n'est plus raisonnable. Il ne comprend plus les les relations de cause à effet. Là, si je fais ça, il va m'arriver ça. La dernière fois, j'ai fait ça, il m'est arrivé ça, donc je devrais peut-être pas le refaire. Le gros bon sens, là, il est pas là. Il est complètement animé par son système défensif, son cerveau reptilien à l'arrière, le cerveau de survie, attaque, fuite, immobilisation, puis il est envahi par ses émotions. Ce qu'il faut comme adulte, c'est de reconnecter le lobe frontal avec le système limbique, cerveau reptilien. Puis pour ce faire, il faut nous prendre soin de l'enfant, prendre soin de ses émotions. Ça veut dire qu'on n'est plus dans l'explication de la règle. On est évidemment là, s'il y a des limites qui sont dépassées, la violence, là, il y a un arrêt, là, c'est stop, c'est non. Et ça, c'est important, là. Mais on est dans je comprends que tu es fâché, mais ça, c'est inacceptable. On va aller prendre un temps ensemble dans ta chambre. Ça se peut que l'enfant, c'est préférable de le laisser seul pour qu'il reprenne, tu sais, du calme, qu'il a besoin de son espace. Moi, je sais bien que ma fille Mégane, elle a besoin que je donne tout son espace. C'est en crise. C'est dans sa chambre seule. Jade, c'est sûr que c'est avec moi. C'est deux mondes, mes enfants. C'est deux univers, pourtant, élevés dans le même contexte, même parents, même maison, même tout. Deux univers, mes enfants. Donc, est-ce que l'enfant a besoin de proximité, de réassurance, savoir qu'il est toujours aimé malgré le comportement? C'est inacceptable, je t'aime quand même, mais j'accepterai jamais que tu me frappes. On n'est pas obligé d'être tout le temps mielleux là, dans notre ton de voix. Là, je suis fâchée, c'est inacceptable. Il y a une limite qui a été franchie, mais je t'aime tout le temps et je vais t'aider. On en reparlera après. C'est pas le temps de donner la conséquence. Là. Ça y rentre là, ça y sort là, le cerveau est déconnecté. Même des fois, ça alimente la crise. Mais on accueille. Là, c'est indépendamment de la routine, il n'y a pas de solution magique. Qu'on soit pris dans la routine ou pas, il faut accueillir, il faut aider le cerveau à se reconnecter. Il est plus connecté. Chimiquement, il est plus connecté. Et ce qui aide le plus à le reconnecter, c'est un adulte calme qui veut reconnecter, qui veut prendre soin. Donc, qui veut pas casser la crise, mais qui veut accompagner l'enfant dans une tempête qu'il surmène. Donc, c'est une posture différente, mais ça demande tellement de prendre soin de nous parce que c'est dur de gérer une crise comme parent. Donc, je fais plein de webinaires sur ça. J'ai des conférences aussi sur ce sujet-là. J'en parle dans mon livre. C'est pas évident. Alors voilà. Merci pour vos beaux commentaires. Merci Martine, c'est excellent. Merci beaucoup pour cette présentation. Je partagerai tes services à plusieurs parents qui recevront des bénéfices de tes solutions. Merci beaucoup. Merci Christine, Ruby, beaucoup. Merci de nous rappeler qu'on est humain, qu'on est bon en tant que parents de nous soutenir. Ça me fait tellement plaisir. Alors, merci pour cette belle soirée. Merci Judy de nous d'avoir accepté qu'on déborde dans le temps. C'était intéressant. Il y avait beaucoup de belles réactions, de commentaires. Alors, je vous envoie tout ça par courriel. Donc, je vous invite à me rejoindre dans d'autres activités. Je vous remets ça une dernière fois ici si vous avez envie de me rejoindre sur ma page Facebook.
Si vous avez envie de suivre mes formations conférences en ligne, mon livre est disponible en librairie, en bibliothèque. N'hésitez pas à aller le louer dans les bibliothèques. Il est là, il est disponible. Donc, des fois, un chapitre ou deux peut nous éclairer. Allez télécharger les outils que je vous ai déposés. Je vous redépose d'ailleurs tout de suite dans la zone de clavardage. Oups, je vais fermer ça pour aller le chercher. Je vous redépose le lien. Et voilà. Alors, je vous envoie tout ça par courriel. Merci beaucoup. Merci pour la confiance aussi de m'avoir invité pour ce webinaire-là. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres activités. Bonne fête de soirée tout le monde. À la prochaine.